bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui fête Halloween 15 jours après. Salut Thierry. Salut Thomas. Comme chaque semaine Thierry, les créatures de claque nous accompagnent pour cette émission horrifique et monstrueuse. Avec nous ce soir, ne l'appelez pas la fiancée de Frankenstein, mais plutôt la fiancée du monstre de Frankenstein, c'est plus correct. Salut Éléonore. Salut. La créature de l'émission également est avec nous, en ligne depuis sa résidence au fond du lac Noir. Salut Élie. Salut. Vous connaissiez l'homme invisible, nous on a mieux, on a l'homme inaudible. C'est bon, je me casse. Et bah d'ailleurs, il est parti. Ça y est, il est parti. Marwan n'a pas pu être avec nous ce soir, désolé. Au revoir Marwan. Voilà. Quant à elle, elle a été griffée par un clown. Depuis, elle porte une terrible mutation, un rire incontrôlable. Vous la reconnaissez ? Elle revient après des semaines, que dis-je, des semaines, des mois d'absence. C'est la seule, l'unique. Il y a ça. I'm back. Je suis tellement contente de revenir faire mes rires pourris ici. Revenir, tu bouges pas beaucoup. Non. Tant mieux. Bon alors Yassa, t'as pu acheter de la moutarde ? Oh punaise. J'ai acheté tout le stock. Vous pouvez venir si vous êtes en manque. C'était mémorable. Si vous ne savez pas de quoi on parle de la fin de l'épisode précédent. Allez l'écouter, le lien en description, tout ça. Le clic. C'était, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'était un sacré cliffhanger, cette chute. C'est pour ça, d'ailleurs, cette astuce scénaristique a attiré une spécialiste du cliffhanger. Elle est chroniqueuse, elle est podcasteuse également pour Lemon Adaptation Club. Elle est connue sur Internet surtout pour son chat. C'est pas gentil. Non mais pas que quand même. Hein. Enfin... Entre deux avis ciné, il y a des photos de son chat. Non, c'est bon, c'est pas ça ? C'est quand même assez juste. Ah, c'est un peu ça quand même. On est un petit peu dans un truc où t'as Thomas qui se dit tiens, je vais vanner Océane. Tello qui fait bah non, quand même pas trop. Et Océane, si, vannez-moi. C'est open bar ce soir. Open bar, Océane est avec nous. Bonsoir Océane. Bonsoir à tous. Alors, c'est très sympa d'être venu. Est-ce que c'est le thème monstre qui t'a attiré, j'imagine ? Alors pas du tout, c'est Thierry qui m'a un peu dit bon bah cette semaine on fait ça, donc j'ai dit bon bah ok, et puis bah j'ai un peu suivi ce qu'il me disait en fait. Parce que tu l'aimes pas mon thème. Bah en fait j'ai peur des films de monstres. C'est un peu ça. Je C'est me ça sens qui est moins bon. seule. Pour information, Voilà. moi elle me l'a dit bien plus tard. Mais je te l'ai dit aujourd'hui. Voilà. Moi, tout du long, t'étais là. Ah bah oui, cool, d'accord, ça marche, je propose ci, je propose ça. Et puis voilà, on était bien. Et puis tout à coup, aujourd'hui, au fait, j'aime pas trop les films de monstres. Eh bien, tant pis. Non, mais on dirait vraiment c'est digne d'un doublage français à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Je pense que je vais postuler, on ne sait jamais. Alors, pour le reconfinement, on change de formule. On ne passe plus en revue les plateformes VOD et SVOD, même si on fera un point de temps en temps sur les sorties qui nous font de l'œil. Hein. Nous, de temps en temps, on fera des épisodes actus, vous en faites pas. Tant pis pour Salto. Je suis désolé, Thierry. On va peut-être pas le dire à chaque fois, mais mais enfin, Salto est sorti et je m'en fous, je vais les regarder, ça sera mes recos. Ça sera tes recos Salto. Non, je vais même pas m'abonner à l'OFDC. Enfin, on verra, quoique je vais quand même regarder le catalogue, ça m'intrigue. Sur, je sais plus, c'était quoi ? C'était Joe la Brocante, Thierry la Brocante, René la Brocante. Il y a Fargo sur Salto quand même. Hein. C'est ça, il y a quand même l'exclusivité de la saison 4 de Fargo. Après, oui, il va y aussi avoir 100% bio, là, le truc produit par Fabien Anteignante avec, comment il s'appelle, avec Didier Bourdon qui joue un boucher du Sud-Ouest qui doit affronter son gendre vegan. Ça a l'air bien, ça, tu vois. Une raison de ne pas s'abonner, donc. Ça me rappelle l'espèce de série franco-allemande avec Marianne Chazelle sur Amazon. Dutch Leland. C'est le genre de synopsis, hein, j'ai pas vu, mais ça m'évoque ça. Ça avait pas l'air glorieux, ça. Hein. Je sais pas qui a vu, mais... Personne sur Terre, je pense. Bref, on arrête les plateformes VOD, mais non, cette fois-ci, c'est des petits plaisirs en attendant les fêtes. On vous prépare plus un coffret cadeau par thématique, des découvertes, des coups de cœur, des classiques et des pépites autour d'un sujet, d'un mot-clé, d'un thème. Et aujourd'hui, on l'a dit, tant pis pour la surprise, les monstres.
Oh. Thème que l'on précise qui a été choisi la semaine dernière pour ceux qui comptaient par Éléonore. Tout à fait. Et qui va peut-être nous dire, mais pourquoi les monstres, Léo? Ah, faut vraiment disserter sur pourquoi les monstres. C'est ça, vous avez 3 heures. J'ai On besoin n'est pas d'explications, couché, hein. Éléonore. Et si j'ai cru comprendre, ça va vous poser plus de problèmes qu'à moi de vous coucher tard. Bah, pourquoi les monstres? Non, juste parce que je suis une grosse nostalgique d'Halloween et que je suis un peu déçue de ne pas l'avoir vraiment fêté cette année. Donc je reste dans mon déni total. Vous avez compris, pour faire plaisir à Léo, chaque fois qu'on la croisera après le déconfinement, on lui offre des citrouilles, on lui offre des trucs, on lui dit que ça n'a pas bougé, qu'on est dans un jour sans fin et que c'est tous les jours Halloween. Exactement. Avec Bill Murray. Aujourd'hui au sommaire, pour révoquer et pour visiter la notion de monstre à travers le cinéma, parmi notre petite sélection, nous avons choisi pour vous aujourd'hui Hellboy. Mais lequel? Celui de 2004 ou celui de 2019? Suspense. Bah, ça dépend. Est-ce que tu veux vraiment respecter la personne qui a écrit la BD et qui a exigé qu'il y ait le Hellboy 2019 ou est-ce qu'on l'emmerde? Je sais pas, mais c'est le suspense là. Après, je sais pas. Réponse tout à l'heure, en début d'émission. Terreur sur le Shanghai Express. On va encore dans le plus sombre encore avec Tetsuo. Alors non pas Akira, hein, Tetsuo. Voilà. Ce n'est pas un Et- spin-off. Il y en a qui viennent de comprendre. Voilà. Et Ça se voit enfin, que tu l'as pas vu. on se détendra un peu avec une vision plus douce du monstre. Ça sera la partie bonbon pour récompenser Yassa d'être arrivé jusqu'au bout. Ah. On finira avec Monstres et compagnie. Et oui, le classique Pixar. On pourrait aussi revoir Crawl pour féliciter Yassa. Non, pardon. Je t'emmerde, Thierry. Je me souviens juste de tes regards de terreur pendant Crawl. Ça commence maintenant. Watch your hands and elbows. Pardon? Welcome to the Bureau for Paranormal Research and Defense. There are things that go bump in the night, Agent Myers. And we are the ones who bump back. Hellboy. Well, come on in. Meet the rest of the family. Abraham Sapien. Liz Sherman. It's a beautiful name. Don't worry, Boy Scout. She'll take care of you. These freaks, they give me the creeps. Really? Every time the media gets a look at him, they come running to me. I'm running out of lies. If there's trouble, all us freaks have is each other. What the hell is that? Something big. Hellboy de Guillermo del Toro, avec Ron Perlman dans le rôle de Hellboy, le héros démon. D'après le comics éponyme, une histoire donc de Hellboy qui chasse les démons avec ses copains, les monstres. Cool comme sujet, non? Ah, comme ça a l'air vraiment fun. Ouais, je fais court. On a également Doug Jones dans le rôle de Abe Sapiens, Selma Blair en Liz Sherman ou bien John Hurt en Trevor Broom Brutterholm. Des monstres, des démons, des nazis. Le bonheur en somme, n'est-ce pas les amis? Oui, les nazis. Oui, absolument. Un thème en plus des monstres que Guillermo del Toro affectionne, puisque on se souvient récemment de son The Shape of Water, avec le monstre inspiré du monstre du lac noir également, et dont d'ailleurs un des personnages de Hellboy ressemble furieusement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qui veut plonger dans le bain? Qui veut lancer les hostilités, invoquer le démon Hellboy? Qui dois-je invoquer en premier? Bah, je veux bien. Je veux bien si Océane. personne ne veut. Océane, oui. C'est un film que j'apprécie tout particulièrement. Je l'ai découvert quand il est passé sur Canal+. Donc, je devais avoir une dizaine d'années. Et déjà qu'aujourd'hui, à 27 ans, je suis très impressionnable. Je vous laisse imaginer ma réaction à 10 ans lorsque j'ai vu Rasputin, notamment, qui m'a absolument terrifiée. Et à peu près tout le bestiaire d'Hellboy m'a vraiment terrorisée. Et pourtant, j'en suis sortie vraiment émerveillée parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de mélancolie au final qui gagnait l'ensemble et surtout avec sa fin absolument magnifique.
Je pense que vous y reviendrez un petit peu après. Mais ce qui m'avait frappé, c'était vraiment ce mélange de mélancolie. On sentait cette révérence de Del Toro pour les monstres. Ils sont pas juste là pour l'intrigue, mais ils sont là parce qu'on sent qu'il y a un soin apporté à chaque bestiole. Et je trouve que même si le film, visuellement, les effets spéciaux ont un peu mal vieilli, j'avais pu revoir le film au Max Linder lors de la nuit Del Toro, lorsque Shape of Water, justement, était sorti. Je suis très jaloux. Et on sentait que, bon, ça a pas très bien vieilli, mais c'est pas grave parce qu'il y a quand même des intentions derrière qui sont hyper intéressantes. Et de voir Del Toro faire l'un de ses premiers gros blockbusters américains et s'en tirer avec un résultat aussi personnel, même si bon, il y a 2-3 choses dont on sent que c'est pas totalement de son fait. Mais je trouve que justement, il arrive vraiment à insuffler en Hellboy un peu de sa passion à lui. Et c'est pour ça que je trouve le film très réussi. J'ai une préférence pour le deuxième quand même, que je trouve un chouïa plus abouti, mais je trouve que le premier a vraiment ce petit charme de fin années 90, début années 2000, où c'est un peu chancelant niveau effets spéciaux, mais il y a une âme, quoi. Et je trouve le film vraiment super chouette, et c'est toujours un bon moment pour moi quand je le revois. Alors, quand tu parles du deuxième, précisons, tu parles de Hellboy 2 2008, toujours de Guillermo del Toro, et non pas de Hellboy 2019. Voilà, hein, parce que si quelqu'un ne connaît pas la licence, il faut savoir. Non, c'est les Légions d'Or Maudite, mais c'est pas le film de Neil Marshall qui est sorti l'an dernier. Qui a des effets spéciaux qui ont encore plus mal vieilli que le premier Del Toro. C'est vous dire. Et d'ailleurs, moi j'aimerais rebondir sur les effets spéciaux, parce que c'est un des trucs qui m'a marqué en revoyant le film là, pour préparer l'émission. Je me suis dit, alors oui, tout ce qui est incrustation numérique, effectivement, ça a pris un coup de vieux. Par contre, je trouve que c'est un film qui est très beau parce que l'incrustation numérique, il n'y en a pas tant que ça. Il y a énormément de décors, il y a un soin sur les maquillages, les costumes, tout l'univers comme ça, et ça vieillit extrêmement bien, d'autant que c'est très soigné, et j'ai trouvé ce film magnifique. Je suis assez d'accord. Hein. C'est totalement vrai. De toute façon, c'est un petit peu l'univers de Del Toro, de faire quelque chose d'organique avec ces créatures pour qu'on ait vraiment de la compassion et de l'empathie pour celles-ci, et c'est particulièrement réussi dans celui-ci. C'est un plaisir à regarder. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus parce que c'est surtout le côté, tu vois, c'est ce que tu disais Thomas, c'est le côté costume, c'est le fait que voilà, bon, de toute façon on n'était pas forcément dans une période où ils allaient faire beaucoup de numérique, mais c'est, enfin moi là quand j'ai revu le film, alors en effet quand ce sont des effets spéciaux où on est obligé d'avoir recours à vraiment des effets techniques qui sont générés par ordinateur, là on voit bien que ça a pris un petit coup de vieux. C'est pas immensément dérangeant, mais c'est vrai qu'en grande majorité le film est très très beau parce qu'il a une DA de fou, parce que son bestiaire est assez fou, et aussi parce que le côté voir des gens qui ont pris le temps de se faire maquiller pendant des heures et qui du coup ne sont pas justement sous couvert ne sont pas couverts de capteurs, et donc justement c'est des gens qui sont vraiment, qu'on a vraiment à l'écran. On a ce côté organique en fait, et ça a un côté que j'apprécie beaucoup, qu'on a un petit peu perdu, qu'on a retrouvé d'ailleurs, on en avait parlé à Deauville dans le film de super-héros de Douglas Attal là, qui devrait sortir un jour. Et ce côté justement, il y a un côté vrai en fait, et il y a justement ce côté surréalisme avec l'incrustation de ces personnes réelles dans un décor, quoi. Donc du coup c'est assez vrai. Moi c'est ce que j'ai apprécié, et ça me semble bien moins fake que beaucoup d'autres films de super-héros ou même d'action où il y a beaucoup d'effets spéciaux d'effets spéciaux numériques en général. Je trouve ça beaucoup plus vrai en fait. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Je trouve qu'il y a vraiment un caractère artisanal en fait dans la conception du film. Et donc avec ce que vous disiez, les décors qui sont réels, en fait, on voit qu'il y a des choses qui se cassent. Quand il y a des combats, je pense notamment à la scène des souterrains et qui débouche sur le métro, où c'est pour le coup assez jouissif à regarder parce qu'on a vraiment l'impression que ça se castagne tout le temps, ça se met sur la gueule, ça défonce tout le décor, et on y croit en fait. Il y a de l'enjeu en fait dans ces scènes-là, et je trouve que c'est le point fort. Enfin, moi du coup, c'est la première fois que je voyais le film. On rappelle que je suis un bébé, hein. Mais exactement. Mais du coup, j'étais assez impressionné par le fait que ça ait pas tant vieilli que ça. Oui, il y a juste les effets, genre les flammes bleues et tout, qui ont un peu pris cher, mais en soi, comme vous disiez, c'est pas très très dérangeant parce que dans tous les cas, tout est montré avec un côté très assumé et avec beaucoup de générosité en fait. La mise en scène de Del Toro va quand même à chaque fois réussir à mettre en avant ces décors et ces personnages qui sont pour le coup très aboutis, et du coup, c'est un espèce de mouvement perpétuel qui fait qu'on se laisse guider, et on prend plaisir à voir ce spectacle de 2 heures se dérouler sous nos yeux. C'est un film qui a très bien vieilli.
Mais là, on est là pour parler monstres. Du coup, comment vous avez trouvé le côté monstre, l'aspect monstrueux de ce film? Bah, c'est le monstre à la façon Del Toro. Ça, il a commencé sa carrière comme ça et il le finit. Il travaille pas. Enfin, il essaye de montrer que le monstre. Enfin, nous sommes les monstres et que tout le monde est un petit peu différent et qu'il faut pas avoir peur de la différence. Donc, on n'est pas sur un monstre qui fait peur, quoi. Mais voilà. Alors que pourtant, il y a un soin qui est extrêmement, enfin, qui est pas mal apporté à toute la manière dont il va montrer les monstres, justement, par ce côté graphique, par ce côté, justement, travailler le bestiaire, bon, qu'on retrouve également dans le comics, hein, donc c'est sûr qu'il s'est bien inspiré de ça. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, ouais, il y insère ces thématiques, et oui, c'est la thématique du monstre qui n'a pas à faire peur. Ce qui est de toute façon, je vais pas dire tout le temps, mais ce qui est généralement une grande, récurrence dans le film de monstres. Montrer qu'en fait le monstre n'est jamais celui que l'on imagine. Ça dépend des périodes, parce que justement Évidemment. on parlait de la créature du lac noir, c'était pas trop ça l'idée. King Kong à la base, pas trop ça l'idée. Alors ça a évolué, on a un discours différent avec le temps, mais à la base les monstres c'est quand même plutôt là pour faire peur entre guillemets. Bah, oui et non, ça dépend. Universal avec Frankenstein ou L'homme qui rit sont quand même déjà des films qui parlent de tolérance avant tout, je trouve. Enfin, je pense qu'il y avait déjà les deux versants Ouais, après dès les Frankenstein origines. déjà dans le roman, c'était ça le propos. Donc, Oui, bien sûr, mais je veux dire, enfin, oui, mais au final, au oui, cinéma, non. ils ont directement intégré les deux facettes du monstre. Je pense à la fois celui qui effraie et celui qui peut émouvoir. Enfin, moi, je trouve que ça se voyait bien justement à l'époque avec la même année ou à 2 ans près, genre Frankenstein et Dracula qui sortent, c'est un peu pile et face, tu vois, je trouve. Oui, non, oui, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que quand même dernièrement, on est un peu dans l'idée de montrer que le monstre n'est pas forcément une créature effrayante. Ah oui, bien sûr, oui, on est beaucoup plus dans la métaphore, même souvent politique ou quoi que ce soit pour parler d'autres choses. Bah, comme il l'a fait avec Shape of Water ou même, bon là c'est différent. Là en fait, au final, le film, moi, pour moi, c'est un film d'amour en fait presque. Plus qu'un film de super-héros, plus que quoi que ce soit. Enfin, on dirait qu'il s'en fout un petit peu de tout ce qu'il y a autour. Il veut juste montrer le monstre et son histoire d'amour et bah le côté un peu monstre aussi de même des personnes qui sont humaines de base, on va dire, que ce soit positif comme négatif. Et c'est vraiment ça qui prend le dessus, je trouve, sur le reste. J'en profite aussi pour poser une autre question, parce que là on parle de monstre depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on entend par monstre? Parce que là, Hellboy, pour le coup, c'est un démon. Est-ce que ça rentre dans les catégories monstres? Est-ce que c'est un grand fourre-tout où on met tout ce qu'on veut? Ou on distingue les monstres des démons et ce genre de trucs? Bah, il y a quand même un bestiaire de monstres dans le film. Après, la dimension monstrueuse dans Hellboy, elle est tout autant métaphorique que littérale. Donc peut-être que lui est un démon, mais en soi, ce qu'il affronte, c'est pas des démons, c'est des monstres. Donc en soi, pour moi, ça reste quand même un film de monstres, dans le sens où ça questionne aussi la notion de monstrueux. Et pas seulement chez Hellboy, mais aussi chez Lise, qui est notamment prise par un monstre par la société parce qu'elle a un pouvoir qu'elle ne peut pas contrôler. Et je trouve que la réflexion est poussée au-delà de Hellboy, et c'est peut-être pour ça aussi que son propos est aussi riche, c'est qu'il se concentre pas uniquement sur son héros qui est pourtant hyper charismatique avec Ron Perlman, ses cigares et ses cornes qui essaie de scier tous les jours pour pas qu'elle pousse. Mais au-delà de ça, c'est une réflexion plus globale. Et on se prend autant d'affection pour Lise qui est vraiment rejetée par la société, que il y a aussi un Abe Sapiens qui est techniquement un monstre aussi. Donc, et pourtant c'est un gentil monstre. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais pour moi, clairement, Hellboy est un film de monstre et à la base, dans le comics de Mike Mignola, c'est des monstres aussi qui sont sur son chemin. Je suis assez d'accord. Mais c'est vrai que oui, en effet, ça parle plus que de parler d'Hellboy, ça parle d'une bande totalement inadaptée et qui parle pas, et pas forcément même que ceux qui physiquement sont considérés comme monstrueux, puisque t'as même au final, si on prend donc du coup même le caractère du médecin qui est joué par ce merveilleux John Hurt qui nous manquera à jamais, et qui justement montre aussi que lui, de toute façon, dans sa carrière, vu ce qu'il a fait, vu les choix qu'il a fait, il a toujours été considéré comme un outsider qu'il fallait pas spécialement prendre au sérieux et qu'il fallait mieux laisser dans un placard en se disant on pourra s'en servir quand on pourra, mais bon, il est un peu là. Donc c'est ça, ils sont tous au final assez inadaptés, alors qu'en réalité, c'est eux qui ont les réflexions les plus intéressantes sur le monde qui les entoure, quoi, et qui ont plutôt bien compris comment ça se passe.
D'ailleurs, ça me fait penser, enfin, je sais pas si vous avez eu la même sensation, mais moi quand j'ai vu donc cette équipe-là de personnages avec un petit peu toutes leurs caractéristiques, et notamment le look de Ron Perlman en Hellboy, ça m'a pas mal fait penser à Cowboy Bebop, avec Hellboy qui ressemblait un peu à Spike C'est dedans. la même période. Bah ouais, bah je trouve que c'est exactement le même look et je trouve ça m'a fait, je sais pas, ça m'a fait sourire. Il y a un peu le même délire d'aventure en plus, avec cette espèce de combattre des choses un peu spéciales ensemble, etc. Et les héros qui partent un peu en mode solitaire. Ouais, Cowboy Bebop, c'est un peu plus récent, c'est un peu plus ancien Oui, c'est avant. que Hellboy. Fait que ce film, en tout cas. Ah ouais. Alors, il y en a une qui parle pas beaucoup et du coup, je me tourne vers elle. C'est notre trouillomètre. Il y a ça. Est-ce que tu as eu peur de ces antagonistes? Alors, pendant la moitié du film, Hellboy affronte des espèces de chiens prédateurs. Oui, non, mais alors. C'est des chiennes, hein. C'est des. En plus. En plus. Encore plus féroces. Ouais. Non, alors j'ai pas eu le temps de revoir le film, donc je vais en parler uniquement en souvenir, qui date de très 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 longtemps, plus d'une dizaine d'années voire. Et moi, ce dont je me souviens, ce que j'ai gardé de Hellboy, c'est le sens de l'humour. C'est quelque chose, et les bastons évidemment, mais c'est surtout le sens de l'humour. Et justement, quand je vous écoutais parler de monstres et de monstruosité et de rapport à la société, etc., je trouve que justement insérer ces petites touches d'humour qui émanent comme ça du monstre, ça l'humanise vachement. Et ça montre justement que les monstres ne sont pas forcément ce à quoi on s'attend. Et en fait, c'est quelque chose qui est complètement décorrélé de ce à quoi on a l'habitude quand on voit des monstres. Enfin, ce qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années, c'est avec tous ces monstres qui sont effrayants, qui sont physiquement pas attirants, enfin, qui sont moches, hein, qui sont pas, c'est pas très ragoûtant. Et du coup, justement, d'avoir un personnage aussi badass et qui a suffisamment de recul pour se foutre à la fois de sa gueule et de celle des autres, mais en fait, ça démystifie un petit peu, ce statut de monstre, ça le fait descendre de son piédestal de monstre, de monstruosité, et on se dit que finalement, moi, je me disais que si je le rencontrais dans la vraie vie, ce serait super. Je me ferais pas pipi dessus. Voilà. Je l'accompagnerais pas forcément parce que voilà, je suis pas aussi courageuse. Mais si j'avais un monstre comme ça qui s'adressait à moi, je serais là. Ouais, ok, cool, c'est chouette. Donc voilà, c'est le souvenir que j'en garde, c'est que Hellboy est drôle. Et ce qui est cool dans la manière dont justement ils sont montrés comme des personnages ultra badass et ultra cool, mais auxquels tu t'attaches, c'est que quand t'es gamin et que t'es potentiellement considéré par tes camarades un peu cruels comme différents et qui vont te bisuter juste parce que je sais pas, tu portes des lunettes ou t'as le d'asthme, des conneries, tu vois, parce que les gamins sont débiles, tu peux te dire voilà, je suis peut-être un monstre mais je suis Hellboy quoi. Et ça, tu vois, Ouais. c'est pas mal. Ouais. Justement, on en revient un petit peu à cette définition de la monstruosité. Tu vois, il y a beaucoup d'enfants qui se font traiter de monstres parce qu'ils ont des appareils dentaires ou qu'ils ont des choses un petit peu qui diffèrent de la norme. Et la monstruosité, elle n'est pas uniquement physique, ça va être tout un panel de comportements, d'idéaux et d'idées qui sont mis en avant et qui ne correspondent pas justement à ce que la société préconise ou attend de tous ses citoyens. Et du coup, donc forcément, que ce soit dans le discours, que ce soit dans la manière d'être ou de paraître même, ça va être une dissonance constante en fait avec ça. Non, parfaitement. Et il y a un truc moi que je relève, alors ça n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais ça peut être intéressant, c'est le contexte en fait dans lequel le film est sorti cinématographiquement. Il y a un moment où justement j'ai dit ça à Ellie en rigolant, pendant que je matais la scène de métro, et je lui disais putain c'est Men in Black 2 mais en bien. Et, et on était dans cette période où justement le comics c'était pas mal à la hausse. On commençait, enfin on a toujours adapté des comics, mais on commençait à en réadapter pas mal. C'est là qu'il y a émergé des X-Men, qu'il y a émergé des Spider-Man et tout ça. Et je me disais voilà, c'était la période où justement les studios étaient frileux à l'idée que ça marche et du coup ils laissaient les auteurs faire tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça que t'as des gars comme Rémi, comme Singer, comme justement comme Del Toro qui ont émergé de tout ça. Et ça donne des films qui sont singuliers et qu'on retient, contrairement justement au fait que maintenant on les bouffe en masse et qu'on les oublie tous plus ou moins parce qu'on a l'impression de voir le même film. Et c'est peut-être là le message, c'est justement confier les comics qui sont quand même dans la culture américaine depuis longtemps et qui est une culture au final que beaucoup de réalisateurs adorent,
il faut les confier à des gens qui ont envie d'en faire des choses merveilleuses, quoi. Et ça nous évitera d'avoir des trucs de Neil Marshall, quoi. Cela dit, Mac Mignola, il n'était pas forcément fan de la vision de Del Toro. Ah oui, il a détesté lui pour le coup. Hein. C'est ça, et il trouvait celle de Neil Marshall paradoxalement plus fidèle, alors que effectivement dans le film de Neil Marshall, tu retrouves des éléments du comics, et notamment Baba Yaga qui est reprise, enfin c'est la version du comics qui est reprise dans le film, mais c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que là où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une synergie entre l'auteur du comics et le réalisateur, parce que tous les deux c'est des amoureux des monstres et tout ça, et il y a eu totalement une scission entre les deux qui me chagrine d'autant plus, parce que c'est typiquement le genre d'œuvre où on aimerait voir l'auteur et le réalisateur main dans la main, mine de rien. Ah, Et je trouve ça hyper dommage que ça n'ait pas été le cas. Mais d'autant que là, on vanne Neil Marshall, mais initialement, moi, quand on m'avait dit que c'était ce mec-là à qui on confiait le projet, j'étais plutôt confiant. Ce qui était dommage, c'est que Mignola, enfin lui, initialement, Del Toro avait prévu un 3e, hein, et je crois que ce qui a fait vraiment la scission entre les deux, alors si je me trompe pas, hein, Pierre, si c'est mieux que moi, tu me corriges, je crois que c'était qu'il avait dit de toute façon que si jamais il devait clore une trilogie, il allait tuer le personnage de Hellboy, et Mignola a fait c'est absolument hors de question, et c'est en grande partie pour ça, je crois, que du coup il a totalement voulu rebooter l'univers cinématographique autour de Hellboy, quoi. Ce qui est du coup dommage, quoi. Eh ben écoute, tu me l'apprends. Tu me l'apprends, mais par contre, je suis pas étonnée que Mignola se soit opposé à cette décision. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais malheureusement, les deux films Hellboy n'ont pas été des succès mirobolants au box-office, malheureusement. Parce qu'en plus, donc là, le premier Hellboy est sorti, il a eu son petit succès d'estime aussi, il a très bien marché auprès des critiques, il a son petit cercle de fans aussi. Et le deuxième, par contre, c'est totalement vautré parce qu'il était en face d'un tout petit film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle The Dark Knight. Donc autant vous dire que face à The Dark Knight, le film avait littéralement aucune chance. Et le viandage a été tel que c'était irréaliste d'en attendre un troisième, malheureusement. Même si Ron Perlman, il y a encore quelques années, avait dit venez, on fait tous un Hellboy 3 avec Del Toro et tout ça. Mais disons que la vie n'a pas voulu entendre ni Perlman, ni les fans, ni Del Toro, malheureusement. Voilà, vous avez eu ce que vous méritez. Parce que autant Neil Marshall, je veux bien lui laisser une chance, autant David Harbour, beaucoup moins. Donc on a eu ce qu'on mérite. De toute façon, on ne meurt jamais vraiment dans les comics. Je dis ça. Bien, ma foi. Bon, ça c'était une version américaine du monstre. On va plutôt maintenant sur une version européenne, avec le film d'Eleonore. For 2 million years in these subterranean caves, a creature of superhuman evil was entombed in a wall of ice, waiting to be free, waiting to live again. Travel with us on a journey into a world where nightmare becomes reality. Are you telling me that an ape that lived 2 million years ago got onto that crate, killed the baggage man and put him in there? Yes, I am. It's alive. It must be. Travel with us, if you dare, on the Horror Express. Terreur dans le Shanghai Express. Ce titre est fantastique, bordel. Alors, le titre original, c'est Panico en el Transiberiano. Voilà, c'est un film, c'est un film espagnol. C'est pas mal aussi, ouais. C'est mieux que son titre anglais en tout cas. Et le titre anglais, c'est Horror Express. Voilà, simplement. Donc c'est une coproduction britannico-espagnole, film de Reino Martin, sorti en 73. Alors il y a marqué 72, mais c'est dans un petit festival, donc est-ce que ça compte vraiment? Je sais pas. Bref, bon, 72. La sortie en salle officielle, c'est 73, donc en effet. Voilà. Non, parce qu'il y a une petite anecdote là-dessus. Alors, à l'affiche, nous avons Christopher Lee, Dracula en personne, qui vient à l'affiche, mais qui joue un gentil, qui joue le professeur Alexander Saxton, un paléontologue qui trouve une espèce de créature coincée dans les glaces et qui va la rapporter. Et à ses côtés, Peter Cushing, qui joue le Dr. Wells. Sachant qu'en plus, petite anecdote, donc ces deux-là, Christopher Lee et Peter Cushing, étaient à l'affiche de Dracula 72, Dracula 73 chez nous, parce qu'il est sorti en 72.
Voilà, donc c'est coup pour coup, on voit les deux même à l'affiche. Alors, ils étaient ennemis dans l'un, ils sont comparses, collègues dans l'autre. L'histoire, on l'a dit, donc l'archéologue, le paléontologue Alexander Saxton trouve une créature, un fossile coincé dans la glace, il le rapporte, il veut le ramener en Europe pour l'étudier. Il le transporte donc avec le moyen le plus pratique, le transsibérien, parce que le transsibérien c'est cool, on fait des trucs super dans le transsibérien. C'est un peu comme l'Orient Express, mais sans crime, du coup. T'es sûr de toi? Bon, alors, plusieurs crimes, alors, du coup. Voilà. Et petit à petit, des événements bizarres vont arriver, des personnes vont mourir les unes après les autres, et on va les retrouver leur corps avec les yeux complètement blancs. Mais que se passe-t-il? Il semblerait que la créature rapportée et prévue soit libérée. Les passagers du train vont-ils pouvoir stopper la menace? Suspense. C'est le second film adapté d'une nouvelle de John W. Campbell Jr., Who Goes There? Déjà adapté en 1951, La chose de notre monde. Donc petit spoiler sur la suite du film, désolé. On notera aussi également la musique de John Kakavas, voilà, qui est assez envoûtante. Voilà, petit mot comme ça, je sais pas si on y retournera. Tu valides, Ellie? Exactement. Oui, elle est très très bien cette bande-son. On n'entend pas assez d'ailleurs. Ah, le thème est resté dans la tête, hein. C'est fascinant. C'est rythmé, hein. C'est entraînant. C'est entraînant. Et quelqu'un qui est entraînant aussi, c'est Éléonore. C'est toi qui as choisi ce film. C'est toi qui as choisi ce film. Alors dis-nous, pourquoi l'as-tu choisi? Pourquoi Pardon, il y a mon chat qui parle. Pourquoi les monstres, Éléonore? Pourquoi? Le chat. Non, mais si en plus c'est vrai, elle arrête pas de me tourner autour et elle miaule tout le temps, c'est un peu chiant. Pardon. Pourquoi j'ai choisi ce film? Alors déjà, je cherchais absolument un film qui soit sur une plateforme. Ça me paraissait un petit peu logique pour qu'on puisse les proposer à nos chers auditeurs. Et si ça avait été sur Shadows, c'était encore mieux. Donc j'ai un petit peu regardé leur catalogue pour m'inspirer et j'avais envie de quelque chose un peu old school et j'ai vu ce film donc avec Christopher Lee et Peter Cushing qui donc sont un duo relativement connu des films de la Hammer. Donc là c'est pas un film de la Hammer mais comme j'ai un énorme manque de culture dans ces films-là, je me dis que c'était un petit peu l'occasion de regarder un film des années 70 et j'ai pas été déçue du tout, surtout quand j'ai vu que c'était une adaptation de la nouvelle que tu as citée, qui est surtout pour être connue pour avoir été adaptée par Carpenter, évidemment, The Thing. Je me dis que ça pourrait être carrément intéressant de voir ce qui avait été fait quelques années auparavant. Et c'est vraiment plutôt pas mal. C'est un espèce de mélange assez rigolo de un peu Agatha Christie, avec cet humour un peu pince sans rire anglais et de la haute société un petit peu... en tout cas de la société bourgeoise, qui donc vont prendre le thé dans le wagon restaurant, etc. Complètement paradoxe, avec des scènes beaucoup plus graphiques, très bien réussies. Donc vraiment un film assez rigolo quand on pense au fait qu'il était relativement fauché de base. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Le caractère fauché, on le voit un petit peu, mais c'est assez plaisant en fait. Et ça apporte un gros cachet au film. Moi, ce que j'ai trouvé en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas une immensité de décor et que du coup, ils peuvent pas non plus magnifier tout ce train-là, même s'ils veulent beaucoup en montrer. Et que du coup, la solution, c'est de resserrer énormément les cadres et du coup, ça crée quelque chose d'encore plus oppressant. Et je trouve ça très très bien là-dessus. Et de toute façon, t'as Peter Cushing et Christopher Lee là. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces mecs-là? Ces mecs-là, ils savent exactement comment se placer dans le cadre pour avoir l'air menaçant, marrant. Ils savent jouer avec la caméra. Les mecs, ils sont habitués à ce genre de film. Du coup, tu ferais juste un huis clos où les mecs ils te disent qu'il y a 36 pièces autour, t'y croirais quoi. Enfin, voilà, je trouve que justement c'est assez marrant de jouer avec ça et que le cadre est assez fort là-dessus. Mais c'est marrant que vous nous disiez, que Thomas t'ait dit que ça venait de cette nouvelle et Cléo, tu m'as dit que c'était ce qui avait adapté The Thing. Enfin, ce qui avait fait que Carpenter avait fait The Thing avec ça, parce que je savais pas du tout ça. Mais pendant le film, justement, à un moment, j'ai regardé notre comparse de claque, Alex, qui ne participe pas aux épisodes, mais qui regarde quand même les films. Et je lui ai dit, c'est un peu The Thing dans un train, quoi. Voilà, donc du coup, j'étais content. C'est ça, enfin voilà, je voulais juste dire ça. C'est comme Piège à grande vitesse, c'est Die Hard dans un train. C'est ça, mais où était... et t'aurais mis Jason Statham, non pardon, je pense pas à lui, je pense à Steven Seagal, il arrive, il te fait de l'aïkido sur la créature et c'est fini, tu vois. 10 minutes de film, pof.
Ah là 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 là. Cela dit, attention, parce que alors, est-ce que je spoil un peu ou pas? Parce que la créature absorbe les connaissances et les skills, enfin, les compétences de ses victimes. Et donc, si elle absorbe Steven Seagal, c'est foutu, quoi. Après, fait de l'aïkido sur Christopher Lee et là on se marre. Bah, il sort son sabre laser et c'est réglé. Je crois qu'on mélange beaucoup de films là. Oui. Ah, mais c'est la réflexion que je me suis faite parce que malgré ma réticence à commencer le film, quand j'ai vu les deux acteurs, je me suis dit ah tiens, Count Dooku qui rencontre Moff Tarkin, ça va être chouette. Ouais, grave. Bah, il y a ça. Alors ton avis sur le film? À vrai dire, j'étais pas très enthousiaste à l'idée de commencer ce film. Et j'avoue que j'ai été happée dès la première phrase parce que ça m'a rappelé en fait l'introduction d'une nouvelle de Lovecraft qui est dans l'abîme du temps, de relater un petit peu cette expérience et de dire que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et de laisser décider un petit peu le comité, la communauté scientifique de la véracité de cet événement. Du coup, je me suis dit, ah tiens, ça commence bien. Donc voilà, je m'y suis lancée. Et puis, à l'apparition du monstre, j'avoue que 2 ou 3 fois durant le film, j'ai fermé les yeux. Parce que c'est pourtant très simple, c'est un procédé simple qui mange pas de pain. Hein. Mais le fait d'avoir juste un œil rouge comme ça qui fixe, entouré par l'obscurité, c'est absolument flippant. Je parle pour moi. Les autres, je sais pas. Mais moi, ça me faisait énormément flipper. Voilà, j'étais seule dans ma chambre et j'étais pas bien. Mais c'est la monstruosité dans ce contexte-là, je la trouve quand même assez facile d'un côté parce que c'est aidé par le huis clos qui est le train, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Donc le suspense, il monte assez vite. Il y a aussi, comme vous le disiez, ce côté Agatha Christie où on commence à soupçonner un petit peu tout le monde. On ne sait pas qui est responsable. Enfin, on le sait, mais on ne le sait pas trop. Donc il y a cette méfiance les uns des autres vis-à-vis les uns des autres. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée, qui va mélanger un petit peu le côté science-fiction, ésotérisme et science, qui est que pour des scientifiques du début du XXe siècle, alors je me rappelle plus du nom, mais le personnage de Christopher Lee, donc le professeur, il prend quand même la chose assez bien, de se dire que le cadavre qu'il a déterré est vivant. Il est assez flegmatique vis-à-vis de ça. Ça m'a un petit peu tapé sur le système. Je me disais, c'est bizarre quand même. Et finalement, j'étais partie, je commençais même à faire un petit peu mon jeu de piste en essayant de deviner ce qu'était ce monstre, qu'est-ce qu'il faisait là, comment il est arrivé là. Et il y a une petite scène où on découvre, je vais pas spoiler, mais il y a une petite scène où on découvre un petit peu ce qu'il y a dans la tête du monstre et on voit à un moment donné des ptérodactyles, puis la Terre vue de l'espace. Et ça m'avait fait tiquer parce que je me disais, mais il doit avoir 2 voire 3 millions d'années ce cadavre, quoi. Donc c'est pas logique. Et puis l'explication vient au fur et à mesure, ce qui fait que tout en ayant peur du monstre et en étant investi dans le déroulement de l'intrigue et de l'enquête, j'ai quand même été vachement impressionnée aussi par mon attachement à la réflexion scientifique qui se détachait de ça. Et franchement, du coup, ça m'a fait aimer le film finalement. Voilà. Ouais, totalement. Et j'aime bien aussi la manière dont ils amènent finalement le côté éthique, où on ne sait pas bien si on est... si il y a quand même une critique du progrès par la science, mais pas forcément à des fins... C'est pas moralisateur. Oui et non, du coup, tu as un petit peu les deux aspects, quoi. Mais ça te pose la question, et c'est vrai que tu as raison. C'est assez intéressant. Océane ? Alors, j'ai trouvé que l'un des points forts du film, c'était qu'il passait très rapidement. Parce que ça durée, c'est moins d'1 heure et demie. Ouais. Du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et j'avoue que du coup, ça fait un peu mieux passer la pilule d'effectivement tous les menus défauts que vous venez de dire. Après, j'avoue que j'ai un peu stressé devant les apparitions du monstre aussi. Et pareil, je me suis dit qu'effectivement, ça ressemblait un peu à The Thing, mais dans un train. Du coup, c'est limite le dernier train pour The Thing. Et j'ai trouvé ça assez, j'ai trouvé ça assez rigolo. Au final, c'est ludique. En fin de compte, je pense que le huis clos sert plutôt bien l'intrigue.
Donc je trouve que ça fonctionne peut-être un peu mieux sur le film de Carpenter, évidemment. Mais en soi, je trouve que c'est pas déplaisant à regarder. Après voilà, effectivement, je trouve aussi que Christopher Lee, il prend un peu trop bien le fait qu'il y a un monstre qui veut à peu près buter tout le monde dans son train. Personnellement, j'aurais déjà sorti mon petit sac et j'aurais soufflé dedans en espérant rester vivante jusqu'à la fin du trajet. Mais Ça, mais c'est le sinon, flegme britannique, tu peux rien y faire. Hein. Ah ouais. Il oui, gère c'est tout. ça. C'est l'entraînement de Christopher Lee à chanter dans des groupes de métal et depuis, il a atteint un flegme inimaginable. Et pour ceux qui seraient intéressés par ce que je viens de dire, il a vraiment chanté dans des groupes. Charlemagne. C'est ça, Charlemagne. Ouais. Et franchement, ça dépote pas mal ce qu'il a fait. Du coup, je vous invite à écouter ça si Ah bah, vous pour la connaissiez pas ça. petite anecdote, et après évidemment je te laisse continuer parce qu'on est quand même là pour parler du film, j'ai fait découvrir à Yassa aujourd'hui le groupe Rhapsody of Fire où Christopher Lee était narrateur, et c'est comme ça qu'il a découvert le rock le métal symphonique, et qu'il a fait je vais faire mon propre groupe. Hein. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça. Mais du coup, non, c'était pas déplaisant. Il y a un petit côté un peu pulp, un peu rétro, dont je suis assez friande quand j'ose lancer un film de monstre. Donc là, en l'occurrence, celui-là, je l'ai regardé 2 jours quand même parce que je me respecte un petit Ce peu. qui n'était pas mon cas. Mais non, ça passait bien avec un coussin et un chat qui me protégeait. Donc c'était plutôt rigolo. Notre flegmatique Ellie. Ah bah, très flegmatique pour le coup. Hein, Non, oui, c'était pas mal. C'est un film qui se laisse regarder de manière assez simple, on va dire. Je trouve qu'il y a. Enfin, ce qui est très intéressant, en fait, pour moi, au début, c'est toute la gestion de la chose, enfin, du monstre, et la manière dont elle est filmée avec simplement ce jeu sur le bras, sur le hors-champ, pour essayer de dissimuler le plus possible son look, parce qu'elle est pas terrible. Et en même temps, ça donne vraiment une espèce de côté, on sait pas vraiment à quoi elle ressemble, et c'est assez effrayant. D'autant que quand on voit à peu près le cadavre gelé au début, on se doute pas que ça ressemble à ça quand c'est dégelé, quoi. Et du coup, il y a vraiment tout un jeu sur une sorte de manipulation du spectateur qui marche plutôt bien au début. Après, bon, moi, il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé vis-à-vis de cette créature, c'est le fait qu'en fait, je comprends pas trop, enfin, ses pouvoirs ou je sais pas quoi, enfin, c'est très bizarre, et du coup, j'étais pas très, enfin, ça me donnait pas trop envie de m'intéresser à ça parce que enfin, visiblement, elle peut se transformer en les individus, enfin, du moins les posséder, mais alors au début, elle le fait pas. Et alors Parce qu'elle que aurait. ça l'intéresse pas, en fait. Ok. J'ai Voilà. Merci. Non, mais c'est ce qu'elle dit avec le prêtre, en fait. Quand le prêtre, il le découvre, il lui dit j'ai aucun intérêt de prendre tes aptitudes. Et il le laisse. Mais elle a pris les aptitudes d'autres. Oui, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'au début, elle se dissimule pas, du coup, elle reste normale, et du coup, c'est pour ça qu'elle se fait finalement piéger. Alors que juste après, du coup, on comprend à travers un des personnages qui est le commandant de bord, je crois, que du coup, elle peut prendre possession des personnes pour passer incognito, on va dire, sauf quand il y a plus de lumière, etc. Et du coup, je trouvais ça bizarre. Et bon, après, il y a le pouvoir cheat code final qui est quand même hallucinant, hein, celui-là. C'est très drôle. Franchement, je trouve que la scène est géniale, du coup. Hein. Mais franchement, je sais pas d'où ils l'ont sorti, celui-là. Mais c'était lunaire. Mais du coup, voilà, il y a plein de petits rebondissements comme ça qui font que le film nous tient en haleine. Et comme disait Océane, c'est vrai que du coup, comme il dure 1h25, 1h30, on s'ennuie pas trop. Je trouve que c'est peut-être un peu lassant parce qu'il y a tout le cœur du film qui tourne un peu en rond, où c'est un peu, il y a une nouvelle victime, puis une nouvelle victime, puis une nouvelle victime, puis Christopher Lee qui est en mode oh mon dieu, où est le monstre? Et Peter Cushing qui est en mode mais oh mon dieu, comment est-ce qu'on va faire? Et après, au milieu de tout ça, il y a l'espèce de comtesse on sait pas trop à quoi elle sert, elle est un peu là, elle se balade dans le train. Et voilà. Mention honorable, cela dit, à Alberto de Mendoza, qui est un acteur donc, qui joue l'espèce de prêtre orthodoxe chelou Oui, là. qui a l'air plus méchant que le méchant. Karkaroff. Il joue Gor Karkaroff dans Harry Potter. Et le truc, c'est pas du tout lui, mais c'est le même look. C'était lui. J'aime beaucoup parce qu'il joue notamment dans La Folie des Grandeurs. Voilà, c'est tout. Petit clin d'œil à ce bon film de Gérard Houry. Et du coup, mais voilà, c'est un film qui, je trouve, se tient bien, et ça fait plaisir de voir le duo Lee Cushing hors de la Hammer. D'ailleurs, c'est à l'époque où la Hammer commençait un peu à perdre un peu en allure. Du coup, c'est pour ça, je pense qu'ils sont un peu partis tous les deux là-dessus. Je sais que la même année, du coup, il y a Christopher Lee qui fait The Wicker Man,
qui a une sorte de réaction aussi à l'effondrement progressif de la Hammer en mode il faut que je fasse des trucs horrifiques mais un peu innovants. Je pense là il y a un peu ce côté-là, espèce de transition, et je trouve que ça leur va plutôt bien. Les deux sont amusants, ils sont cool. Bah, il y a un côté, enfin moi ce que je me suis dit, sinon par cette espèce de flot de références et le fait que ça me faisait penser à 36 000 trucs avec bon déjà le caractère horrifique, le whodunit, le film de monstres, mais aussi le film d'enquête. Et c'est vrai qu'il y a un côté maxi best-of en fait du cinéma de genre de l'époque quoi. Et du coup c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Et il y a ce côté aussi qui apporte aussi ses défauts parce que ça fait que c'est un petit peu à volo et que le film a du mal des fois à trouver un petit peu son ton et ce qu'il essaye, enfin et le ton qu'il essaye d'avoir pour amener ses ressorts. Mais ce qui fait aussi que c'est très 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 généreux en fait. Et c'est aussi pour ça je pense qu'au final qu'on s'ennuie pas, c'est parce que quoi qu'il arrive ça passe son temps à nous surprendre et même si il essaye quand même d'avoir une logique qui des fois fonctionne et qui des fois comme tu le disais fonctionne pas toujours, il y a ce côté voilà justement des fois tu choisis de t'en foutre parce que tu t'éclates et parce que tu te dis putain je pensais pas que t'allais m'amener là film et c'est trop cool quoi. Et j'imagine que quand tu le vois à l'époque et que t'es passionné déjà de tout ce cinéma là et que tu l'as digéré, je pense que c'est un réel qui a dû digérer aussi voilà une dizaine d'années, une vingtaine d'années déjà de tout ce qu'il y a eu avant et qui en offre voilà sa synthèse quoi. Et c'est ça aussi que je trouve assez appréciable. Et ne connaissant pas non plus tous ces trucs là, ça m'a donné envie de découvrir tous ces trucs là et je vois à peu près voilà enfin tout ce dont il s'est inspiré, j'ai envie de m'y intéresser derrière quoi. Non, je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et puis c'est vrai que ça vient dans cette partie du coup de l'espèce de période horreur européenne. Bon, du coup, là, vu qu'on n'est pas dans la Hammer, mais c'est un peu le même délire, mais c'est aussi l'époque où on a les révoltés de l'an 2000, Ne vous retournez pas, qui C'est trop bien ça aussi. en même temps, enfin, qui sont des films très très cool, bon, que j'estime bien meilleurs que Terreur dans Shanghai Express, mais c'est pas du tout la même calibre non plus, quoi. Là, on est vraiment sur un film low cost. Et d'ailleurs, parlant de low cost, dans ce film, je trouve que Il y a Boris Barthélemy. on a le Marlon Brando de Lidl. Enfin, genre le colonel Kurtz qui apparaît, et ça m'a fait mourir de rire, vraiment. Ah, mais oui. J'avais juste envie qu'ils disent horror, comme ça, genre dans le film, et je serais mort, je pense, pendant mon visionnage. Mais voilà. Tu parles de Telly Savalas, ou Savalas, peut-être comment on dit. Le capitaine Kazan, c'est ça Le chauve, voilà. Ouais, sûrement. Le chauve. Appelons le chauve. Il faut savoir, attends, petite anecdote aussi qui est assez sympathique. Alors, je sais pas quelle version, j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont vu sur Shadows. Moi, j'ai envoyé une version à un copain et je sais pas si je vous ai envoyé les sous-titres avec, mais les sous-titres que j'ai réussi à récupérer, je sais pas si c'est ceux sur Shadows, sont les sous-titres officiels écrits par Boris Karloff. Voilà. C'est possible, hein, parce que sur Shadows, je pouvais pas modifier de version. Enfin, c'est pas des sous-titres qui sont rajoutés, c'était directement. En tout cas, il était remercié à la fin directement et il écrivait voilà, je suis Boris Karloff et j'ai écrit ces sous-titres. Et je trouvais ça assez fou de me dire, ouais, ils ont appelé le copain en mode, hey, tu peux nous filer un coup de main s'il te plaît. Et qu'ils aient gardé ça, donc c'est aussi la preuve que le film a pas été très réexploité derrière, quoi. Ce qui est aussi dommage. C'est cool du coup qu'il soit sur Shadows parce qu'il est, j'imagine, bien oublié aujourd'hui, quoi. Par contre, je suis en train de regarder la filmo de Telly Savalas. Il joue quasiment que des rôles de militaires et ça me fait beaucoup trop rire. Ah là là, terreur dans le Shanghai Express. Bon, si ce film-là vous a paru low cost, attendez de voir le prochain. Tout de suite les grands mots. Je suis pas sûre qu'il soit si low cost que ça. Il fait pas très low cost, hein, ouais. Ouais, franchement. Si. J'ai lu quelques trucs. Si. Ok, bon, alors allons-y. Une heure 7 de... Mais pas la sextape de Thierry. Elle est sympa la bande-annonce. J'ai une question pour Océane qui, suite à nos réticences et au fait qu'on a un petit peu parlé du film avant, on n'a pas voulu le voir. Quand t'entends la bande-annonce comme ça te donne toujours pas envie de le voir? Ça donne envie de l'écouter, mais pas de le voir. Tu mets ça la nuit au moment où tout le monde s'endort. Oui, c'est ça, c'est pour m'endormir, ou alors je réveille mon chat avec ça et c'est idéal.
Tetsuo the Iron Man, film japonais réalisé en 1989 par Shinya Tsukamoto. Premier film d'une série de 3. Eh oui, film d'1h07 avec Tomoro Taguchi dans le rôle principal et le réalisateur qui joue l'antagoniste, le fétichiste. Quel nom charmant. Alors je vous lis un résumé que j'ai récupéré parce que je vous avoue, j'ai pas compris grand chose à l'intrigue. Bah, pourtant, c'était clair, hein, franchement. C'était limpide. Oui. Ah, Limpide. c'était vraiment limpide. Hein. Voilà. C'est l'histoire d'un salaryman qui tue accidentellement le métal fétichiste, le fétichiste du métal, qui veut se venger, qui transforme le protagoniste petit à petit en monstre de métal et de chair et de rouille. Voilà. Mais si j'ai bien compris, par contre, il y en a un qui est rouillé et pas l'autre. Hein. Ouais, alors il y a une histoire de rouille, il y a une histoire de pourriture. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que... Ah oui, c'est Deux rouillés d'os de Jacques Audiard, je connais. Pardon. C'est ça. Avec Mathias Schoenaerts dans le rôle du robot. Et... Donc il y a du noir et blanc, il y a du gris. Alors il y a des... C'est très 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 fauché. Voilà. Enfin, là pour le coup, c'est vraiment le film avec le plus petit budget de la journée. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, c'est ça, on a des bastons, on a des gens qui crient, on a des perceuses phalliques. Ah. Ouais. Enfin, c'est un festival. Beaucoup de récup dans les costumes, beaucoup de déchets, de détritus et autres pour faire le matos. Et de la débrouille, de l'underground. Là, c'est pour le coup, on peut vraiment parler de cinéaste underground. Chers amis, vous aviez voté pour ce film. On a demandé à Éléonore de nous expliquer pourquoi elle avait choisi Terreur sur le Shanghai Express, alors que bon, c'est un film qu'on a plutôt tous apprécié, qui n'est pas clivant, qui fait pas peur, enfin qui un petit peu, mais qui n'est pas forcément un film où on sait qu'on va tous être retournés. Mais là, par contre, je pense qu'on peut quand même demander à Ellie des explications, vu que c'est quand même lui qui a proposé Tetsuo. Ah, c'est vrai? Ah. C'est moi? Pareil. J'assume pas. Non, bah, en fait, c'est que le thème du monstre était assez intéressant et je sais pas pourquoi j'ai rapidement pensé à ce film que j'avais découvert par le plus grand des hasards à 1h du matin il y a 4 ans, un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de le revoir et de vous faire partager cette belle expérience. Que vous savez que j'aime bien. Vous m'avez fait souffrir en m'emmenant voir My Grandpa machin, là, mes couilles avec Robert De Niro. Et t'as nourri ta vengeance. Une comédie, Fallait se potache. Je me suis dit, on m'a mis à genoux devant un film pour que ça s'arrête. Il faut que ça se paye. Mais c'est vrai que tu t'es vraiment mis à genoux devant ce film. À chaque fois, ça me rendra fou de me rappeler ça. En priant le ciel de ce bon moment. Oui, je me souviens. Exactement. Je remercie Dieu d'être dans cette salle à vos côtés. Et du coup, j'espérais que vous soyez dans le même état que moi, mais devant Tetsuo. Non, et puis bah voilà, je trouve que c'est un film qui est quand même assez intéressant parce que bah bon, certes, c'est très radical, on va pas se mentir, hein, et je savais pas si ça allait plaire à tout le monde en le proposant, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui est très riche thématiquement en fait, qui est d'une densité assez exceptionnelle, alors qu'il dure qu'1h10, et c'est un espèce de trip qui laisse pas indifférent. Donc voilà, j'attends maintenant de voir vos retours. Hein. En effet, c'est marquant, ça peut être clivant, mais toi, Ellie, je te sens pas super chaud dessus. Ah si, moi, du coup, je l'ai revu 2 heures avant d'enregistrer, là. C'était le dernier film. Vu que je l'avais déjà vu, je savais pas si j'aurais le temps de le revoir, et finalement, j'ai trouvé un créneau. Et bah, je me souvenais pas de tout. Peut-être tant mieux. Je sais pas, franchement, parce que ça m'a surpris de voir certaines choses, en fait, dans le film. Ton esprit avait oublié volontairement certains aspects. Ouais, alors pas la caquette perceuse. On va pas se mentir que ça m'avait traumatisé. Mais non, mais en fait, je trouve ce qui m'a marqué du coup dans le film, bah du coup c'est donc toute la métaphore évidemment donc sur la société et le fait que bah l'irruption d'une nouvelle technologie qui est en train de complètement détruire l'humanité et l'homme en lui-même, etc. C'est super intéressant, mais il y a aussi toute cette espèce de côté névrose de l'homme qui est travaillé vraiment l'anxiété pure de l'être à travers les espèces de séquences. On sait pas si elles sont rêvées ou quoi que ce soit. Bon, c'est assez trash, hein, mais l'homme qui a l'impression de se faire dominer par sa femme, qui est un peu robotisée, et il finit à 4 pattes, et le pauvre. Qui a un tuyau d'aspirateur phallique, elle, par contre. Oui. Exactement, voilà, il y a plein de toutes ces symboliques-là, etc., et plein de séquences qui, je trouve, nourrissent encore plus la réflexion en fait qu'a ce film jusqu'à son final et complètement jusqu'au boutiste où tu te dis ça va s'arrêter, et en fait non, il va encore plus loin. Et c'est assez jouissif en fait, je trouve, à regarder, même si c'est assez éprouvant, faut le dire. Totalement. Il y a ça, c'était éprouvant.
C'était éprouvant mais intéressant à vrai dire. Dans les premières minutes, j'étais vraiment dans un état d'esprit où j'étais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que c'est que ça? Et franchement, je vous le cache pas, j'étais pas loin d'abandonner le visionnage. Je me disais ça n'a ni queue ni tête. Et puis au fur et à mesure, oui. Pardon. Non, on vient de parler de perceuse phallique, c'est pour ça, oui. pardon. Je ne voulais pas rebondir sur ça, j'ai laissé passer. Autant pour moi, pardon. Et personne ne veut rebondir sur ça. Ça doit faire mal, oui, bon. Il y a ça, pardon, reprends. Oui, j'étais pas loin d'abandonner, et puis je sais pas pourquoi, il y a une certaine... Je pense que c'est une certaine fascination du morbide aussi et de la détresse de l'humain qui m'a poussée à regarder. C'est complètement tordu, mais je voulais voir jusqu'où ça allait partir en fait cette histoire. Et je me suis dit même si ça n'a pas de sens, je veux voir à quel extrême ça veut aller. Et plus ça avançait, plus j'étais fascinée par ça. Il y avait quelque chose, il y a quelque chose quand même dans le déséquilibre de cet homme, dans son avancement entre illusion, on a l'impression que c'est une illusion, et en même temps des moments de réalité dans lesquels il revient, qui fait que on se dit qu'il est vraiment à la frontière. Il y a un moment où il va basculer totalement de l'autre côté, et c'est ce que j'avais envie de voir justement. Et c'est pour ça que je suis restée jusqu'au bout. Et j'avoue que aussi un petit peu l'hommage ou la référence, je saurais pas dire ce que c'est exactement, à Akira, m'a pas mal aidé aussi quand même, parce que voilà, il y a graphiquement en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se rapportent à ça, même si c'est très en dehors de l'animation, je veux dire en réel, c'est pas très ragoûtant, c'est même pas ragoûtant du tout. Mais le fait de voir cette incarnation réelle de l'animation, en fait, ça m'a fait rester aussi. La peur, en tant que telle, je l'ai pas réellement ressentie, du coup. Pour le coup, cette monstruosité, elle m'a pas réellement effrayée. Et c'est peut-être aussi parce que, comme le disait Léonore, où elle parlait justement de ce rapport à la technologie et à la déshumanisation de la race humaine, c'est quelque chose à laquelle on est un petit peu habitué, à laquelle on s'attend et à laquelle on est un petit peu confronté tous les jours d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que j'ai pas réellement été effrayée, et je me dis que pour le coup, c'est un film que j'aimerais bien revoir avec du recul pour justement mieux l'appréhender. Super intéressant ce que tu dis. Tu sais qu'il y a 2 autres films, donc si tu veux, la trilogie. Mais totalement. On se les mettra peut-être tous ensemble. Enfin, moi, très clairement, je vais les regarder les 2 autres, parce que je trouvais le premier passionnant. Et Léonore? Oui, mais du coup, je vais rebondir, parce qu'en fait, tu réagis à des propos que j'ai eus, mais en off avant l'émission, donc c'est assez rigolo. Je n'ai pas encore parlé. Mais oui, totalement. C'est un film que j'ai trouvé passionnant. C'est un petit peu un film qui se construit en 3 parties, quelque part. Il y a une première partie qui montre déjà du coup cette déshumanisation et le fait qu'on est aliéné par la technologie, en utilisant un body horror hyper jusqu'au boutiste, on va dire, et pas très facile à regarder. Je peux l'avouer, mais moi j'étais pas très très bien les premières minutes, pour aller ensuite vers des scènes qui se rapprochent plus d'une manière de critiquer, on va dire, une sorte de vie moderne, un couple moderne. Et en fait, toute cette seconde partie deuxième partie, m'a fait penser à un film qu'on a vu il n'y a pas longtemps, Possession. Un petit peu sur cette manière d'être de ce couple qui est aliéné par leur vie de tous les jours. Un petit peu, j'ai trouvé ça du coup passionnant. Le fait qu'ils utilisent aussi des objets de tous les jours, des objets de cuisine, c'était hyper intéressant à regarder. Le fait aussi qui était très intéressant, que le mec se transforme grâce en métal, avec des éléments métalliques, alors que la fille, alors j'ai eu cette impression, peut-être que vous ne serez pas d'accord, j'ai pas réussi à bien voir, avait des éléments, outre le truc d'aspirateur là, des éléments plus naturels. Et des moments, j'ai eu l'impression que c'était limite des fleurs, du coton, je sais pas quoi, en quoi elles sont, et je trouvais ça très, très intéressant. Et pour finir par un espèce de combat de super-héros, de gens qui veulent complètement... De kaiju kaiju, on est d'accord. Qui veulent sauver la planète. Enfin, j'ai trouvé ça, du coup, le message de fin hyper positif, et c'est un film assez fou, qui, sur la forme, va très très loin, parce qu'il y a des scènes qui sont limite pornographiques quelque part, et c'est complètement dingue. Ce film est fou. La fin, c'est un affrontement de Super Sentai, mais sans les héros, quoi. C'est que les méchants qui se tapent entre eux. Mais sont-ils vraiment méchants?
Océane. Oui, alors moi, j'ai pas vu le film, donc. Ah mince, bon, bah alors tant pis. Du coup, je rebondis. Voilà. Je rebondis. Moi, j'aimerais être enthousiaste sur ce film, mais j'ai rien compris. Voilà. J'ai compris des bribes de films. Mais on a un montage qui est très très saccadé, qui est très rapide. On est assez fauché, on a des plans très serrés parce que on peut pas tout filmer, on n'a pas les décors forcément qu'on veut. Il y a un gros effort sur la déco, sur le maquillage costume, on va dire, avec ces costumes mécaniques organiques. La fille, ouais, elle est mécanique organique aussi. Il y a peut-être plus de boursouflure, plus d'organique dans sa transformation, mais je l'ai vu assez mécanique aussi. Et j'ai pas tout saisi. Alors bon, moi j'ai vu une version, je l'ai vue sur YouTube, voilà, en qualité pas terrible et avec des sous-titres anglais et un mixage son à faire frémir. Je sais pas vous, votre version, ce que ça a donné, mais c'était quand même assez douloureux. Ah, mais le son, il est... Enfin, la bande son qui est utilisée, je la trouve fascinante, pour le coup. Ouais. Ah oui, C'est très il y a ce martelant. bruit métallique, mais pas dans le sens de musique métal, mais plutôt dans le sens industriel, tu vois, qui vraiment te casse les oreilles, te fait trembler tout ton corps et t'as pas envie d'écouter ça, t'as juste envie que ça s'arrête, quoi. C'est viscéral presque. C'est ça. Mais ouais, tu vois justement ce côté viscéral. Et en plus, tu sens que ça fonctionne énormément sur l'inconscient et sur nos souvenirs. Moi, j'imagine que même si quelqu'un lançait le film, par exemple, derrière moi, sans que je ne sache qu'on est en train de regarder Tetsuo, j'aurais justement des bribes de ça qui vont remonter. Et pour preuve, justement, c'est l'expérience avec laquelle moi j'ai regardé le film qui est assez marrante, que je vous avais dit comme une blague, mais c'est vrai que c'est assez symptomatique. Moi, donc, comme vous avez vu, puisque forcément, vu qu'on est coloc, on est confinés ensemble, j'ai regardé le film avec... j'ai commencé à regarder le film avec Alex avant qu'on se décide à regarder Terreur sur le Shanghai Express. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'on a lancé le film, on a commencé à regarder ça, c'est lui qui m'avait dit, bah tiens, quitte à choisir un des deux, regardons Tetsuo. Et il entend ces sons, il commence à regarder l'écran et il me fait oula, ça me rappelle un truc. Et il me dit, il avait oublié que Tetsuo était en noir et blanc et il me dit, ça me fait penser à un film d'horreur japonais qui a dû s'inspirer de ça, avec un mec qui se transforme en machine au fur et à mesure. Il y avait cette espèce de bruit là et ces tuyaux et à la fin il y a un truc bizarre avec sa bite et il me sort ça comme ça. Et je le regarde, je fais mais Alex, c'est ce film là en fait. Et du coup il me fait ah c'est fou, et du coup là je le regarde, je fais mais tu veux quand même le revoir, et il me rend droit dans les yeux, il me fait non c'est hors de question que je revoie ça. Voilà. Et du coup on a mis Terreur sur le Shanghai Express, mais j'étais là, je me disais putain il a l'air terrifié de ce qu'il a vu, et bon c'est pas quelqu'un qui aime revoir les films de toute façon, mais là on sentait que c'était pas juste en mode bon je l'ai déjà vu, j'ai pas envie de le revoir, c'était vraiment je ne veux pas me replonger dans cette expérience parce qu'elle m'a en partie traumatisé. Et là je vois même les gens qui ont réagi quand j'ai vite fait parler du film sur les réseaux, les gens m'ont tous dit c'était une expérience traumatisante à chaque fois. Genre, on est ravis de l'avoir vécu, mais on n'est pas forcément chaud à l'idée de la revivre. Moi, ça m'intrigue quand même beaucoup, et de le revoir maintenant que je sais à quoi m'attendre, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de me faire tabasser pendant 1h15, quoi. C'est autant, parce qu'on a beaucoup parlé du fond et de ce que ça montre, on n'a pas immensément parlé de la forme. La forme est ultra violente, c'est tout le temps. Alors, c'est ultra novateur, ça essaye plein de choses, et il n'y a aucun souci avec ça. Merci Ellie qui nous envoie des photos du film. Du boss final. C'est ça. Mais c'est vrai que ouais c'est éreintant, quoi, c'est hyper prenant, et dans le bon sens du terme, mais c'est vrai que forcément on sort de là lessivé, on a l'impression justement d'avoir maté un truc qui a duré des heures, dont on n'est pas sorti, et qui passait son temps à nous dire reste scotché à ton écran ou je t'éclate. Et que j'ai détourné le regard à plusieurs moments parce que graphiquement c'est quand même extrêmement poussé et ça montre des choses qui sont pas forcément belle à voir, ce que tu disais Yassa, et même moi qui suis habitué forcément à voir des trucs qui graphiquement vont aller loin, là je me disais putain je suis pas du tout dans une zone de confort, et c'est aussi ce qui m'a plu, hein. C'est morbide, c'est une forme de masochisme d'avoir voulu justement continuer à regarder alors que j'étais en train par certains aspects d'être totalement dégoûté. Mais ouais, il y a un espèce de montage qui est totalement folklore, qui tout à coup va partir, où t'as des flashs le stop motion. C'est ça, t'as des flashs de partout, t'as le personnage qui est catapulté à 100 mètres et t'as la caméra qui le suit en saccadé, tu fais putain mais on est où, quoi. Et chaque fois que t'as le soufflet qui commence à redescendre un petit peu parce qu'il est en train de te caler des images dégueulasses et que là il prend son temps pour te le poser, et que tu te dis ça y est, là le cauchemar est passé, on passe sur autre chose, bah le cauchemar devient justement dans les artifices de montage et dans les artifices de caméra. Et ce qui fait que c'est pour ça que je trouve que ça redescend jamais en fait, et qu'il y a jamais un moment où ça se calme. Et c'est ce qui fait que c'est du génie, parce que vu que c'est pas la même forme d'oppression en boucle dans le film, ça fait que ça devient captivant à partir de là, quoi. Oui, c'est vrai que la stop motion était assez impressionnante pour les effets, tu vois. C'est là qu'on voit qu'il est fauché, c'est-à-dire que pour faire déplacer les personnages de manière magique, spéciale, ou
ou les faire glisser sur le sol, il les prend stop motion dans la rue. C'est d'ailleurs les rares scènes d'extérieur entre guillemets, c'est pour ces scènes de déplacement en stop motion. Alors au début j'ai pas compris que les mecs se déplaçaient sans bouger les pieds parce que c'était pas complètement parfait, ils les bougent un peu, je croyais qu'ils marchaient très très vite, ou alors c'est fait exprès. Mais à la fin on les voit, les gars c'est super bien fichu, c'est assez impressionnant. Moi ce montage là, ce malaise qu'on ressent dans le montage, dans l'expression, dans les trouvailles aussi esthétiques. On parle du stop motion pour se faire déplacer les personnages. Tout ça, moi, ça me faisait penser à une émission dans les années 90 sur Canal+, c'était L'œil du cyclone. C'est rien du tout, ça. Ça veut dire rien du tout. C'était une émission justement sur les trouvailles visuelles. Alors, je voyais ça petit, je détestais cette émission. C'était un truc, ça passait le samedi sur Canal, je sais plus pourquoi est-ce qu'il y avait ça qui était allumé, parce que je crois qu'il y avait des émissions avant ou après qu'on regardait. Je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait Groland, enfin il y avait Moustique à l'époque, enfin bon bref, ou l'équivalent, enfin je sais plus, mais je sais qu'il y avait ça qui passait le samedi et je détestais cette émission parce que ça me mettait énormément mal à l'aise. Surtout il y avait un œil qui bougeait sur le générique, enfin, bon bref. Eh ben, c'est des sensations qui m'ont rappelé ça. Ah oui, mais le film te met dans ta franchement, en tout cas dans ta manière d'appréhender justement tout ce que tu vas voir, quoi. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Éléonore en disant que ça lui avait fait penser à Possession de Zulawski qu'on avait vu il y a quelques temps. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un film, à Crash de Cronenberg aussi, Ah ouais, qui joue beaucoup sur le. C'est exactement la même idée en fait. C'est tu mélanges les corps à la machine et tu fais ça en boucle jusqu'à dégoûter en fait le spectateur et à le mettre face à des images pas du tout confortables. J'y pense en vous entendant parler. Pour moi, c'est vraiment l'accident de voiture en plus, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Enfin, ouais. Le film commence par un accident de voiture qui est très stylisé en plus, enfin voilà, et après ça part en freestyle avec ce body horror très industrialisé et je trouve que c'est assez intéressant parce que Crash est du coup sorti 7 ans après, si je dis pas de bêtises. Enfin, Crash est postérieur du coup à ce film, et c'est peut-être possible que Cronenberg se soit un peu inspiré, on sait pas, parce qu'il y a quand même une certaine similarité entre les deux films. Et je trouve ça chouette. Océane, du coup, tu disais que ça t'y faisait penser aussi dans ce qu'on décrivait ? Ouais, par contre, le roman de Ballard de Crash est sorti en 73. Donc c'est peut-être limite plus Tetsuo qui s'en inspire plutôt que l'inverse. Je suis sur la fiche Wikipédia au moment où je vous parle. Et, parce que du coup, c'est possible. Bah, en fait, quand je vous entendais parler de Tetsuo et que j'ai pensé à Crash, je me suis dit, est-ce que ça concorde niveau date? Et j'ai repensé au film Control où on voit une jeune Ian Curtis qui a Crash de Ballard. Ouais, et en fait, il a Crash de Ballard dans sa bibliothèque. Et comme ça se déroule dans les années 70, effectivement, Crash est antérieur à Tetsuo. Après, moi, je pense même sur la forme, je pense qu'il y a peut-être même des. Même si bon, Crash n'a pas du tout la même. Il n'y a pas le montage épileptique ou quoi que ce soit, mais je pense dans la manière de montrer comment le corps et la machine se mêlent, notamment à travers des relations sexuelles, c'est possible que Cronenberg, pour le coup, ait pu reprendre des petites. Je sais pas, une certaine idée de représenter ça, vu qu'il a fait le film après. Bah, c'est vrai qu'après, même si c'est vrai que c'est intéressant de voir que le roman était antérieur, je me demande toujours justement dans quelle manière ils s'en sont inspirés, parce que c'est vrai qu'après, il y a des thématiques qui, en tout cas, moi, dans le ressenti que j'ai eu là, sont excessivement japonaises, notamment dans le rapport à la machine et à la technologie, quoi. Donc après, c'est bien qu'ils sont inspirés de ça, c'est très cool, mais c'est vrai que c'est assez signifiant de ce qu'ils font en général, les obsessions qui les tiraillent depuis pas mal d'années, quoi. Surtout, un des trucs qui fait le plus penser à Crash, en fait, enfin, du coup, je sais pas comment, enfin, j'ai pas lu le roman du tout, hein, je sais pas de quoi ça parle, mais enfin, si c'est exactement comme dans le film de Cronenberg, mais il y a un truc dans Tetsuo qui fait excessivement penser à la version de Cronenberg, c'est le fait qu'il y a l'accident, du coup, au début du film, là, dans Tetsuo, et on découvre plus tard que juste après l'accident, du coup, il y a un rapport sexuel. Et c'est littéralement tout ce que fait Crash, en fait, c'est dans le film de Cronenberg. Mais en parlant de l'accident, justement, à un moment donné, j'ai même cru que c'était un effet de sa culpabilité, le fait qu'il commence à se transformer un petit peu. Bon, j'imaginais que c'était dans sa tête, mais je me disais que le gars, il perdait la boule parce qu'il avait peut-être commis un meurtre, qu'il avait tué quelqu'un, et que du coup, il commençait à dérailler, quoi. En tout cas, je suis content, j'ai l'impression que vous avez globalement aimé le film. Ah oui, clairement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie d'y replonger, pas forcément tout de suite, mais ça m'a suffisamment intrigué pour me dire que c'est un film que j'ai envie de revoir et de décortiquer, pas plan par plan, mais en tout cas, j'ai envie d'analyser par le prisme de sa mise en scène, parce que je pense qu'il raconte encore plus de trucs que tout ce qu'on a dit là, quoi. Oui, il y a une vraie réflexion sur le rapport à l'image, de manière générale, parce que quand tu vois que les souvenirs sont faits sous la forme d'espèces de filtres VHS,
Pour l'époque, ça en dit long déjà, je pense, sur le rapport à l'image et la manière dont on se construit nous-mêmes actuellement. Et le film est toujours d'actualité en fait, parce que ça parle donc de la multiplicité d'informations. Et l'heure où on est sur Internet aujourd'hui, bah, c'est démultiplié, quoi. Donc le film est toujours très pertinent, même 30 ans après. Et pour moi, du coup, bah, c'est comme disait Léonore, c'est que j'ai envie de voir les suites, que moi je l'avais vu donc il y a quelques années, j'ai toujours pas regardé les suites, mais là, l'avoir revu, je me dis vraiment qu'il y a peut-être des choses incroyables dans les 2 et 3, qui sait. Bah, le dernier est sur Univers Ciné, s'il y en a qui veulent se tenter. Pourquoi pas. Question, est-ce que les suites étaient initialement prévues ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont pu faire parce que Tetsuo a eu un petit succès ou un truc? C'est une excellente question. Je pense, alors de ce que j'ai lu, je pense que les suites n'étaient pas prévues parce qu'apparemment, le réalisateur a fini pratiquement le film tout seul, enfin le montage en tout cas. C'est-à-dire que de plus en plus de gens de l'équipe commençaient à déserter. Et donc, c'était tellement... Enfin, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances et pourquoi les gens partaient, mais il restait plus grand monde à la fin. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une suite de prévues à l'époque. Mais bon, comme ça a bien fonctionné dans les festivals, donc... N'empêche, le pauvre mec qui a dû terminer le montage tout seul de ce film, vu le bordel que ça devait être à Mais monter. c'est lui qui a fait le Non, mais montage. je sais, mais justement, le pauvre. C'est vrai que ça demandait du boulot, quoi. Plan pour les stop motion, mais il devait avoir envie de se suicider à la fin, c'est pas possible. Tu prends 2 ans à Il s'est faire mis le son montage. magnétoscope dans la jambe, qui sait. Enfin, en même temps, quand Mais d'ailleurs, je me suis posé la question quand même sur la santé mentale du c'est réalisateur ça, en regardant voilà. ce Quand film. tu vois ce qui sort de sa tête, tu te dis que le mec a aussi pas mal de névroses à déclarer. Ouais. Donc le montage, ça doit pas lui faire si peur que ça. Hein. Quand on voit tout ce qui nous arrive du Japon, Pas toujours, mais c'est vrai que des fois, quand tu prends ce genre d'exemple-là, forcément. bon, on va aller plus doucement. Donc voilà, donc Tetsuo, si vous êtes bien accroché, Oui, allez-y préparer. tenter Ouais. l'expérience. C'est une belle expérience, Ouais, mais voilà. allez-y vraiment préparé, quoi. accrochez vos ceintures. On va y aller sur quelque chose de plus doux. Là, par contre, ça va être un peu brutal comme changement entre l'extrême underground. Japonais. Je vais avoir un claquage. Hein, voilà, et le savoir-faire à l'américaine, on retourne aux Amériques pour une version toute douce du monstre et tout grand public. Voilà, c'est la douceur, c'est pour aller mieux, c'est la pommade, c'est l'instant C'est ça. réconfort. Les créateurs de Toy Story et Mille et une pattes J'ai une pêche ce matin. Alors, ça roule ma poule? Si tu continues à maigrir, on va pouvoir te faxer. vous entraînent dans le monde qui se cache derrière la porte du placard. Germaine, tu es absolument superbe aujourd'hui. Une nouvelle coupe, maquillage, lifting, un dentier peut-être. Nous avons toujours redouté les monstres tapis dans l'ombre, Au pas de course, au pas de course, au pas de course. Oh, le petit soleil. dans l'espoir de nous faire peur. Deux frangins, dans des lits jumeaux. Mais ce que nous ignorions, c'est que nous leur faisons peur. Et qu'est-ce qui se passe? Le petit m'a frôlé la main. Il ne faut pas toucher les enfants, ils sont toxiques. Si jamais un enfant pointait une de nos portes, le résultat serait catastrophique. Monstres et compagnie, film Disney Pixar. Eh oui, parce que Pixar était déjà chez Disney à l'époque. Film de 2001, première réalisation de Pete Docter, à qui on devra également Lao, Vice Versa, et très bientôt Saul. Mais pas au cinéma, hélas. Arrête. Ouais, j'aime bien remettre le couteau dans la plaie. Avec les voix de John Goodman, Billy Crystal ou Steve Buscemi en VO, ou bien Jack France, Éric Métayer et Richard Darbois. Tiens donc, Richard Darbois. Française. Et ouais. Alors on l'a pas, je sais pas si on l'a entendu. Si, on l'a entendu, ouais, direct j'ai fait parce on que a entendu De Niro, mais on a aussi entendu Richard Darbois. j'ai jamais vu le film en VF et du coup dès que j'ai entendu la bande-annonce, là, j'ai fait tiens Darbois. Ouais, évidemment. Donc je t'ai obligé de passer un extrait de VF. Oscar 2002 de la meilleure chanson. Voilà, mais pas meilleur film d'animation parce qu'il s'est fait botter les fesses par Shrek. Voilà. Un autre monstre. L'histoire qu'elle est telle, c'est que chaque nuit, l'entreprise Monster Inc. envoie ses meilleurs monstres pour effrayer les enfants dans leur chambre afin de récolter leurs précieux cris, la source principale d'énergie de Monstropolis, la ville des monstres. Ses meilleurs éléments, mais surtout les plus courageux, car les monstres ont une peur panique des enfants, ces créatures dangereuses et toxiques. Mais alors qu'un enfant passe la porte du placard et s'introduit à Monstropolis, les deux monstres Sully et Bob, enfin Mike en VO, mais bon, on s'en fout de la VO, hein. Voilà. Non. Un dessin animé, c'est pour les Moi, enfants. je l'ai vu en VO. Moi aussi, j'ai vu en VO. Sully et Bob découvrent qu'elle n'est pas aussi menaçante qu'ils le croyaient. Alors c'est un film qui a été choisi par notre invité Océane. Alors je te laisse ouvrir Tout sur à ce fait. film.
Tout à fait. C'est, il me semble, alors, Toy Story, c'est avant ou après Monstres et compagnie? C'était avant. C'est avant. C'est avant, il y a un petit clin d'œil dans le film. Oui, c'est Ouais, il vrai. y a le dinosaure qui fait un caméo. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, voilà, c'est le deuxième Pixar que j'ai vu au cinéma quand il est sorti. J'avais les jouets du McDo. J'ai probablement tué ma VHS à force de regarder le film 2-3 fois par soirée quand je le pouvais. Et c'est vraiment encore aujourd'hui un des Pixar qui me fascine le plus dans le world building qu'ils arrivent à faire, qui est tout simplement incroyable avec Monstropolis, avec le système de la boîte, de Monstres et compagnie. Et en grandissant, tu as déjà le propos effectivement sur effectivement les monstres qui ont peur des petits enfants, donc évidemment ce renversement de situation qui est assez rigolo, même quand on est petit, on comprend que c'est rigolo justement de voir le monstre avoir peur alors que ça devrait être l'inverse. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière dont le film parle de la culture d'entreprise avec tous ces objectifs à atteindre, tous ces quotas. Et pour avoir fait 2-3 boîtes où on a besoin d'objectifs et de quotas, autant vous dire que le film tape quand même dans le mille sans qu'on s'en rende trop compte, mais c'est très discret, c'est très fin, mais je trouve qu'ils arrivent vraiment bien à cerner cette culture, pas forcément américaine, hein, malheureusement, mais pas très capitaliste au final, où c'est le profit qui surplombe l'humain. Et autre truc dont j'avais pas forcément conscience jusqu'à l'arrivée de Monstre Academy, donc la préquelle qui est sortie il y a 7 ans maintenant, c'est aussi que le film parle de crise énergétique et de comment la ville va survivre sans leurs carburants techniquement fossiles qui sont les cris d'enfants, parce que le problème qui se pose au début du film, c'est que les enfants ont de moins en moins peur, et forcément, s'ils ont de moins en moins peur, ils vont moins crier, et sans cri, on ne peut pas alimenter correctement la ville. Et justement, j'aime l'idée que le film s'intéresse aussi à comment on peut remplacer notre source d'énergie, parce que c'est au final une préoccupation qui nous touche encore aujourd'hui. Et la manière dont les cris sont récupérés, c'est quelque chose au début du film qui est assez négatif, parce que ça fait peur aux enfants, ça les traumatise. Et j'aime beaucoup l'idée que le film se termine sur OK, on continue à utiliser des enfants pour récupérer de l'énergie, donc ça pourrait être un peu limite, mais on les fait rire, on les rend heureux. Et justement, l'idée que le carburant soit désormais quelque chose de plus heureux, qui fonctionne mieux que les ressorts négatifs de la peur, je trouve que c'est une idée hyper intéressante et qui fonctionne très bien encore aujourd'hui, et qui est peut-être même d'autant plus d'actualité aujourd'hui, à l'heure où on essaie de trouver des alternatives en matière de carburant pour continuer à alimenter l'électricité, le gaz et tout ça. Et je trouve du coup que le film a vraiment très très bien vieilli sur ces questions. Du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est non seulement un film doudou, mais dont le propos, je trouve, vieillit comme le bon vent. C'était beau. Merci, j'ai tout donné. T'as donné beaucoup là, beaucoup. Ben voilà, mais merci, c'était le film. Bisous, bisous. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai qu'après, je te rejoins beaucoup. L'exploitation des enfants. Ces mêmes enfants qui fabriquent les produits dérivés du film en Asie. Oh. Rajoutons la dose adulte après la beauté. Ben notre enfant, il y a ça. Écoutez, moi ça a été un véritable plaisir de le revoir. Je l'avais vu 2 fois quand j'étais jeune, et là je suis complètement retombée dedans. L'aspect des monstres, autant quand j'étais petite, autant maintenant, il est juste fantastique, parce que on sent que il y a un total décalage en fait avec l'aspect humain, et pourtant on s'y attache tout de suite, parce que ils sont très vite assimilés à un mode de vie humain en fait. Donc ils sont dans des maisons, ils vont travailler, ils mangent, ils ont des rendez-vous, donc on s'identifie immédiatement à eux et à leurs problèmes. Et le fait justement de récolter les cris des enfants, on comprend même en étant jeune que c'est quelque chose qui n'est pas bien, parce que nous-mêmes, étant effrayés par le monstre sous le lit, on voudrait pas que ça nous arrive. Et pourtant, au fur et à mesure, on se rend compte que la dynamique s'inverse et que les monstres peuvent avoir peur, et on se sent tout de suite en sécurité vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est ce qui participe aussi du succès du film et de son intention envers les spectateurs, et des jeunes spectateurs en particulier, c'est que justement ça nous pousse à nous poser des questions
et à se demander justement si nous-mêmes on n'est pas des monstres par rapport à d'autres personnes qu'on côtoie. En fait, ce qui m'a marqué cette fois-ci surtout, c'est le fait, c'est comme le disait Océane, c'est le world building que j'avais pas appréhendé en étant jeune. C'est quand même fascinant l'efficacité avec laquelle on présente cet univers. C'est dingue parce que dans les premières minutes, on est tout de suite plongé, on sait ce qu'ils font, on sait ce qui se passe, même si c'est même si c'est une race complètement différente de la nôtre, on sait tout de suite à quoi s'attendre. Et pourtant, même en sachant justement à quoi s'attendre, on reste quand même fasciné par ce débordement d'amour, de joie et d'allégresse qui se dégage de tout ça. Donc, Monstres et compagnie, ouais, je valide à tout âge. L'enfance, la joie, l'allégresse, c'est la description d'Ellie, ça, non? Ouais, vite fait, hein. Je rappelle que j'ai proposé Tetsuo juste avant. Tu essaies de casser ton image, mais tu restes un enfant. Disons que la joie et l'allégresse, c'est pas sur les mêmes sujets, mais pareil. Oui, voilà. Non, mais bon, alors, petit instant confession, parce que je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Thierry est au courant parce qu'on a longtemps échangé là-dessus. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Ouh là là, moi j'avoue rien. Je ne suis pas très fan de Disney Pixar de manière générale. Ah oui, voilà, c'est pas ma cam du tout de base. Enfin, je trouve ça sympa, mais souvent ça me touche pas trop et ça m'emmerde un peu. Et il y a quelques films que j'aime beaucoup, hein, les Toy Story 1 et 3, vice versa. Je trouve ça très très bien, hein, voilà. Mais le reste, pour la plupart, je trouve ça mignon, mais sans plus. Et Monstres et compagnie est un peu dans ce registre-là. Je trouve que c'est un film très intéressant, notamment pour tout ce que vous avez déjà dit, hein. C'est très agréable, le film est très beau, il y a une grande créativité justement dans l'univers, et rien que le concept de base, les monstres qui ont peur, alors qu'ils sont censés faire peur pour vivre, c'est très très ludique, je trouve, et très ingénieux. En plus, il y a une sorte de métaphore du régime totalitaire avec l'idée de régner par la terreur. Enfin, c'est très intéressant, le film fourmille vraiment de bonnes idées. Je trouve que pour le coup, moi j'ai pas revu là, à l'occasion, je l'avais revu en début d'année pour écrire dessus pour le site et le webzine. Mais de mémoire, le film est tellement riche en termes de péripéties. Il se passe beaucoup de choses dans le film. C'est très rythmé. Du coup, en fait, plus on avance, plus il faut. C'est un peu cousu de fil blanc, on va dire. C'est que le plan des méchants, il est expédié en 30 secondes. On comprend pas trop ce que c'est. Mais on va juste dire, bon, voilà, faut qu'il y ait un moment un peu tendu et on passe vite à autre chose jusqu'au climax qui, pour le coup, est très, très, très fort. Pareil, très, très imaginatif avec ce jeu sur les portes. Enfin, il y a un sens du grandiose que Pete Docter a quand même qui est à relever. Moi, je me sens surtout d'un truc qui m'avait fait marrer pour finir, c'était une petite référence à Ray Harryhausen avec le restaurant qui s'appelle Harryhausen. Oui. Et je trouve ça Oui. super mignon. C'est génial. C'est la meilleure référence possible, je pense, dans un film comme ça. Et Léonore? Que dire de plus? Enfin, Yassen et Océane ont vraiment dit tout ce qui était génial dans ce film, donc je vais pas revenir là-dessus. Moi, pour revenir un petit peu, pareil, je l'ai vu au cinéma quand j'étais petite, je l'ai pas revu depuis, donc je l'ai regardé de nouveau pour l'émission. Et disons que ce qui m'a le plus marqué, c'est un petit peu la représentation de cette middle class américaine qui, je trouve, s'efface de plus en plus maintenant, et c'est un petit peu la remarque que je m'étais faite en regardant le film, c'est que je trouve qu'il est de plus en plus difficile d'avoir cette image de l'Amérique parfaite. Et je trouvais ça assez intéressant, et se rend compte que finalement, 20 ans, le film n'a pas vieilli, il est facile à regarder, mais il y a quand même des petits détails où tu sens que le film a 20 ans. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette idée de les gamins qui n'ont plus peur. Et c'est, grosso modo, les gamins, ils ont notre âge, on va dire, enfin la majorité, sauf les plus jeunes, hein, pardon. Et c'est dire qu'on a tellement vécu dans cette espèce de petit confort et qu'on est complètement détaché d'émotions réelles. Parce que par contre, je suis pas d'accord avec l'idée que la joie est forcément plus forte que la peur. Je trouve que c'est très important d'avoir peur et que ça construit une personne. Et du coup, ce postulat de base, je me suis dit, mais merde, en fait, c'est vrai. Enfin, on est surprotégé et le film le dit très succinctement et je trouvais ça assez intéressant. Et sinon, évidemment, film génial, construction sur les détails, les petits clins d'œil à gauche à droite, un régal à regarder. Et même maintenant que je suis bien adulte, c'est toujours un plaisir, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que le film est très précurseur de ce que fait Pete Docter sur les émotions dans Vice Versa. On parlait de la peur et du rire, donc par extension de la joie. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis, Éléonore, justement, sur le fait qu'on a quand même besoin de la peur pour
pour se construire. J'ai l'impression que Pete Docter, il dit ça avec la tristesse dans Vice Versa. Il dit qu'on ne peut pas passer son existence à être heureux et qu'il faut quand même expérimenter la tristesse pour pouvoir totalement savoir ce que signifie être joyeux et connaître véritablement la joie. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant tout ce qui développe avec les sentiments et les émotions. Et effectivement, maintenant que tu le dis, je comprends que à la fin du film puisse paraître un chouïa trop versant dans l'extrême inverse, c'est-à-dire juste de la joie et pas de la peur. Après, je pense que les pauvres gamins ont été tellement terrorisés pendant des années que j'en veux pas à tout docteur d'avoir dit bon, écoutez, je vais finir mon film et les gamins vont être heureux, parce que c'est vrai que le début du film, on n'en parle pas, mais on voit aussi les effets de la peur sur Boo, la petite fille, qui est terrifiée à l'idée de dormir le placard fermé à Monstropolis parce qu'elle a peur que un monstre en sorte, que Léon en sorte. Et ce passage-là, je le trouve vraiment très touchant parce que je trouve qu'il fait vraiment appel à ce moment où on a tous été gamins, on avait tous peur que quand la porte grinçait, on avait tous peur qu'il y avait un truc bizarre sous notre lit. Et à ce moment-là, le film ne se moque pas du tout de Boo, mais au contraire, il est très compatissant envers sa peur. Et on sent qu'il est très en empathie avec elle. Et c'est un de mes moments préférés du film. En plus, avec la musique absolument magnifique. Enfin, je trouve que le thème de Boo et Sully, c'est un des plus beaux thèmes musicaux de Pixar, avec celui de Carl et Ellie, notamment dans Là-haut. Oui. Et c'est pour ça que je peux comprendre que le fait que ça se termine dans la joie, avec même les monstres qui sont joyeux, eux aussi, du coup, parce que on les voyait auparavant au début du film, hyper dans le stress, à l'idée de devoir trouver de nouveaux trucs pour faire peur, qui étaient hyper anxieux, comme le partenaire de Léon, le pauvre, qui à 100 à l'heure, t'as l'impression qu'il est en pleine attaque d'apoplexie pendant à peu près tout le film, tu vois, tellement il est stressé. Et tu le vois à la fin qui est hyper heureux. Donc je pense qu'au-delà de la joie des enfants, c'est aussi la joie des employés, et c'est aussi comment tu fais pérenniser ton entreprise. Bah, c'est pas seulement en mettant des contraintes extrêmes sur tes employés, c'est aussi en les laissant eux-mêmes être heureux, qu'ils atteignent le meilleur de leur potentiel, quoi. C'est un peu un film de gauche. Carrément. Ça fait Oh mon Dieu, un film de communiste. De propagande. C'est ça, parce que c'est un film où, au final, le profit est important. Les rires des enfants, ils ont quand même une importance capitale, hein, ça faut le rappeler, mais tu as aussi le bien-être des employés qui est pris en compte, et c'est moins le quota que leur bien-être qui est important. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu une entreprise de rêve, quoi. Ouais, je sais pas, parce que ça reste une entreprise classique au final. T'as quand même un chef, les employés, et le chef va leur demander d'avoir un quota de rire toujours plus élevé, et finalement ça change pas grand-chose. Bah, à voir. Après, c'est pour ça que je trouve ça dommage que le film suivant ait été un préquel où on retournait à comment on fait peur aux enfants. J'ai trouvé que ça, c'était une grosse régression dans la philosophie de la saga Monstres et compagnie. Et c'est vrai que j'aurais préféré avoir une suite où on voit quelles peuvent être aussi les limites de devoir faire rire les enfants, parce qu'on se doute que c'est comme tout, c'est jamais inépuisable, quoi. À un moment donné, tu vas forcément finir par galérer. Donc c'est vrai que ça peut être un peu limité, mais bon, en tant que fin de film, je trouve que ça fonctionne bien. C'est joli. Mais en même temps, s'il y a ça, c'est bon, ils ont leur quota de rire. Hein. J'ai quand même un petit peu pleuré à la fin. Hein. Ah, moi aussi. Le jour où il y a ça, arrête de rire, on aura atteint le point Monstres et compagnie, donc. C'est ça. Mais sachez que cette émission est entièrement à l'énergie du rire de Yassa. C'est pour ça que c'était un petit peu morne, qu'il y avait le son, vous l'avez trouvé un petit peu plus sombre dernièrement, c'est justement à cause de ça. Par exemple, Thierry n'est pas connecté, vous voyez sa connexion. Voilà. Alors du coup, je me tourne vers celui qui regarde les 20 dernières minutes du film pendant l'enregistrement de l'émission et qui après s'étonne que son PC rame. Alors non, finalement je l'ai pas fait. Donc en effet, bon, comme vous l'avez compris, je n'avais pas eu le temps de finir le film, mais j'en avais quand même au final, en le revoyant, je me suis aperçu que j'avais quand même quelques souvenirs. C'est fou parce que j'étais persuadé que Monstres et compagnie, c'était un petit peu comme, je me suis refait je suis toujours en train de me faire un cycle Disney Pixar sur l'animation depuis quelque temps, et je m'étais dit que c'était un peu comme Mille et une pattes, un film que j'avais totalement oublié, et là au final il y a plein de souvenirs qui sont remontés, je voyais à peu près où ça allait aller, j'étais très content de retrouver ça. Et alors je vais rebondir du coup, parce qu'il n'y a pas grand chose à rajouter à tout ce qui a été dit, vous avez énormément bien parlé du film et travaillé toutes ces thématiques, mais je vais rebondir du coup sur ce que disait Océane,
par rapport au fait que c'est assez précurseur de ce que va faire Pete Docter, parce que c'est vrai que c'est ça en fait, en voyant Monstres et compagnie, et en étant moi-même très fan de Pete Docter, pour moi c'est le réalisateur de l'écurie que je préfère, même si j'aime bien les autres, mais je trouve qu'il est un cran au-dessus, puisque au-delà d'être des bons Pixar, les films qu'il propose en tout cas sont, enfin, je trouve, de très grands films tout court, qui sont intemporels et qui me parleront toujours au-delà du prisme de son écurie. Et voilà, et pour moi, c'est un gars qui utilise le budget que peut lui filer Disney pour pouvoir faire ses thématiques et qui n'est pas du tout emprisonné par la production. Et ça, je trouve ça assez grandiose. Et la preuve, ça marche, donc on le laisse faire un peu ce qu'il veut. Et c'est vrai que, du coup, j'ai retrouvé toutes les thématiques pas toutes, mais évidemment, quelques thématiques donc de vice-versa, en effet, sont quand même là, sur la dualité entre la joie, le rire, toutes les émotions, la manière de gérer tout ça également, parce qu'on a du coup ces monstres qui vont se retrouver aussi face à l'inconnu, donc du coup comment est-ce que eux vont gérer par rapport à tout ce qu'on leur a dit à longueur de temps, en leur disant ça c'est censé faire peur, mais finalement ça leur apporte finalement de la joie, de la douceur, du bonheur dans la manière dont ils vont s'attacher à cette petite fille. Et aussi à partir du moment où ça part, et ça j'avais totalement zappé que ça partait à ce point-là en fait là-dedans, c'est la manière que Pete Docter a de gérer l'aventure. Il y avait Ellie qui citait le climax avec les portes, c'est fantastique à regarder quoi, c'est ultra ludique, il y a de l'inventivité à la mise en scène tout le temps. Et ça me fait penser justement à Lao, qui utilisait tout ce qu'il était possible de faire. Il y a presque un côté, presque Shyamalan dans le côté, si je mets un truc dans le cadre, je dois l'utiliser coûte que coûte. Donc tout ce qu'il met en place va forcément servir dans le climax. Il n'y a pas un élément qui ne sert pas, un bouton qui sert juste à ouvrir une porte quelque part, et ben on sait qu'on va le réutiliser derrière. Et c'est ce qui fait que c'est un film qui nous sollicite constamment et qui nous dit, je te prends pas pour l'ambléro et je t'offre vraiment un univers qui est complet, au-delà de le mettre en place de manière merveilleuse, ce que vous disiez juste avant. Voilà, il va jouer avec ça dans ses ressorts de mise en scène et pour constamment nous apporter le divertissement. Donc en plus de nous apporter des émotions en un claquement de doigts, l'œil est constamment sollicité et bordel, qu'est-ce qu'on s'éclate devant ce film. Et je trouve pas qu'il est spécialement vieilli quoi. Je trouve ça magnifique à regarder et pour de l'animation justement par ordinateur qui me fait toujours peur, j'ai toujours peur que ce soit ce qui vieillisse mal, pour l'instant Pixar s'en sort plutôt bien et celui-ci particulièrement. C'est vrai que les effets de poils ont bien vieilli. Et oui, le petit côté fourrure et tout, c'est fou quoi. Précisons aussi qu'à la réal, il n'est pas tout seul. Alors, c'est le réalisateur principal, Pete Docter, mais à ses côtés, il y a également Lee Unkrich qui avait bossé sur Toy Story, qui a réalisé également Toy Story 3 et Coco, et David Silverman qui a bossé énormément sur Les Simpsons et qui a réalisé notamment Les Simpsons, le film. Après, de toute façon, il y a toujours des bandes de copains chez Pixar. Enfin, Unkrich, Stanton et Docter bossent généralement tout le temps, tous les trois ensemble. De là à choisir lequel est crédité en réal, c'est après ce qu'il tire à pile ou face quoi. C'est ça. Oui, c'est très choral. C'était pour être complet. Bien, grands enfants. Alors moi j'ai adoré, voilà, je vais pas plus loin. Moi je l'ai vu avec des yeux d'adulte, donc j'étais très content, voilà. Et ça passait très très bien. Et la VF est nickel, voilà, je vous le dis. John Goodman et Billy Crystal, moi j'avoue qu'ils ont quand même mon affection, mais j'imagine qu'elle était sympa la VF. Oui, et puis Steve Buscemi aussi, oui. Donc évidemment il y a aussi un plaisir en VO que je devine également. Mais bon. Ah aussi, j'ai remarqué un truc que j'avais pas remarqué durant mes premiers visionnages. J'ai capté un petit hommage, un petit caméo de Nemo, un petit hommage. Bah oui, en parlant de jouer justement, il y avait Woody qui est une poupée que Boo tient à un moment donné, et puis il y avait Nemo qui était caché dans un décor d'une des portes c'est vrai qu'il y a déjà eu Nemo, qui était ouverte. Ouais. Nemo est Du coup, encore, c'est pour l'annoncer, je crois, en gros, c'est une sorte de teasing. Ah d'accord, autant pour moi, j'étais persuadé que... D'accord. C'est 2 ans avant Nemo. Ah ok. Mais il me semble que je crois que c'est fait exprès parce qu'ils étaient en train de travailler dessus, je crois. Nemo a mis énormément de temps dans sa pré-prod, donc oui, ce serait pas étonnant. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est le plus jeune qui est le vieux con aigri dans l'histoire. Hein, c'est... Pour changer. Comme chez nous. Ça tombe bien, Ellie. Allô ? Il est vexé. Bon. On a perdu On parle monstre, ce qui va être monstrueux, c'est la longueur de l'épisode. C'est pas Donc faux. on va passer tout de suite au reco, pour ne pas en rajouter. Welcome to the Love Box. Ah, tu vas le mettre à chaque fois ça ? Non mais ça... Je t'ai dit que j'en ferais un sample. Ça me va, alors là, j'ai pas de musique avec. Moi, je trouve que c'est joli. La Love Box. J'aurais dû prendre un terme, moi, ça me va. Ça aussi, ça va faire un beau sample, tiens. C'est l'heure des recos, la Love Box. Est-ce que vous avez des recommandations à faire, soit des visionnages récents, soit des recommandations sur le thème du monstre, évidemment, de préférence? Océane, cher invité, à toi l'honneur.
Alors, c'est pas en rapport avec les monstres, mais je sors avant d'enregistrer cet épisode, je sortais du 6e épisode de la mini-série The Queen's Gambit. Et vraiment, Ça a l'air vraiment je bien, ça. suis absolument ça a l'air dingue chouette. de cette mini-série. C'est absolument génial. Pour résumer rapidement la situation, donc c'est l'adaptation d'un roman du même nom qui raconte les péripéties alors fictionnelles. Cette femme, Bess Harmon n'a pas existé, mais c'est donc l'histoire de Bess Harmon qui est une jeune fille dans les années 60 qui est une prodige des échecs. J'arrive plus à parler à cette heure-ci. Donc c'est une prodige oh putain, j'arrive plus. C'est un génie des échecs. C'est ça, c'est une prodige des échecs jouée par Anya Taylor-Joy, effectivement. Voilà. Oui. Voilà, c'est une génie en son genre c'est également une génie des mathématiques, puisque sa mère était une grande scientifique et lui a appris énormément de choses avant qu'elle ne décède dans un accident de voiture durant lequel elle a aussi voulu tuer sa fille. Donc autant vous dire que niveau ambiance, ça se pose là dès le pilote. Et pendant 7 épisodes, on suit donc la trajectoire de Bess entre à la fin des années 40 et les années 60. Donc elle voyage un petit peu aux États-Unis, dans le monde entier durant ces tournois. Elle rencontre certains joueurs, avec certains elle s'allie, avec d'autres ils deviennent plus ou moins rivaux. Et du coup on suit tout son parcours avec aussi toutes les addictions de Bess, notamment à certains médicaments et à l'alcool. Du coup c'est à la fois un portrait d'une femme qui souffre d'addiction et de solitude. Et en même temps, c'est le portrait d'une femme addicte à un sport dans lequel elle est un peu précurseur, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque en compétition dans ce domaine-là. Et du coup, toute la mini-série essaie de suivre ces deux fils conducteurs. Et effectivement, c'est vraiment Anya Taylor-Joy qui porte toute la mini-série sur ses épaules. En plus de ça, la reconstitution historique est superbe, tout ce qui est costume, décor, musique, mise en scène, enfin vraiment c'est 10 sur 10 absolument partout. C'est vraiment un immense coup de cœur, donc vraiment ça se hisse très rapidement en haut de mon top série 2020. Donc j'attends The Crown qui va sortir je pense très peu de temps avant la mise en ligne de l'épisode qu'on fait là actuellement. Mais en tout cas Queen's Gambit c'est vraiment un gros outsider pour cette année série. C'est sorti un peu de nulle part et ça a l'air très très intriguant. Moi j'ai vu, toi surtout qu'on a pas mal parlé, ça m'a pas mal intrigué. Donc je me joins en tout cas à toutes les images que j'ai vues m'ont donné immensément envie, sans savoir exactement ce que ça donne encore. Faudrait peut-être voir ça. Merci beaucoup Océane. Amstramgram. Léonore ? Mais oui, tout à fait. Alors du coup, pour rester dans la thématique du monstre, j'ai découvert sur Shadows un film que j'avais envie de voir depuis déjà quelques temps, Razorback. Oh oui, trop bien Razorback. Ouais, il est trop bien, oui, on est d'accord. On est d'accord. Film de genre australien de 85 qui, dire le pitch très succinctement. On suit au début une journaliste militante new-yorkaise qui décide d'aller en Australie pour sauver les kangourous de la chasse, sauf qu'elle disparaît dans d'étranges conditions où elle est en fait terrassée par un énorme phacochère, enfin un razorback, je sais pas s'il y a une traduction, un gros cochon quoi. Ouais, c'est un phacochère. Ouais, un phacochère, oui. Et du coup, son mari, qui s'étonne de sa disparition, décide d'aller lui aussi en Australie et il commence un espèce de périple pour retrouver sa trace complètement hallucinée dans le désert australien, complètement fou. Donc il y a la rencontre, on va dire, de ce milieu un peu intellectuel new-yorkais face à un milieu beaucoup plus populaire des chasseurs en Australie, et c'est complètement fou. Enfin, il y a des scènes qui sont hallucinantes avec des couleurs dingues qui se passent de nuit, de jour. C'est vraiment un truc à regarder, très clairement. Et c'est sur Shadows. Merci. T'aimes bien Shadows, je crois, non? Ah bah oui, il y a quand même des trucs intéressants dedans, quoi. Si on veut sortir un petit peu des... Bon, mais Shadows, envoyez-nous des sous. Pour ceux qui étaient là au pif, Thomas, ça va te faire penser à ça. Même si ça n'a pas tant de rapport, au début, moi, ça m'avait, maintenant je fais le rapport entre les deux, ça m'avait fait pas mal penser à Yalikatu dans certains passages un peu effrénés. Oui, c'est vrai. À qui le tour ensuite, voyons, il y a ça?
Alors, je vais rester un petit peu dans les monstres, mais dans les monstres gentils quand même. Ah. C'est une série de la BBC qui est sortie en 2019 et qui Doctor s'appelle. Who. Non, mais t'as encore essayé de nous la faire. T'as encore essayé de nous la faire à l'envers. Il y a ça. À chaque fois, tu commences, tu dis. Mais dès que tu dis BBC, tu t'es vendu. C'est fini. J'aurais pu, mais non, je vais pas vous faire ça. Pas après la 12e saison. Anyway, donc série BBC qui s'appelle Ghost et qui en fait raconte l'histoire d'Alison Cooper qui du jour au lendemain se retrouve l'héritière d'un manoir dont la propriétaire est décédée, donc c'est une parente assez éloignée, donc elle en hérite. Sauf que dans ce manoir, il y a des fantômes, évidemment. Alors elle et son mari débarquent dans le manoir et ils décident d'en faire un hôtel. Sauf que ça ne plaît pas réellement aux fantômes et l'un d'entre eux décide de la pousser par la fenêtre. En tombant, elle se retrouve dans le coma pendant 15 jours. En revenant au manoir, elle arrive à voir les fantômes. Et là, c'est un festival de punchline, de situations cocasses. Alors, ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que les fantômes, en fait, on a des fantômes de plein d'époques différentes. On a un fantôme néandertal, on a un fantôme des années 90, on a un fantôme de l'époque victorienne, etc. Ce qui donne quand même une situation, ce qui donne lieu à plein de situations totalement rocambolesques, à la fois où ils essayent de se tirer un petit peu dans les pattes et à la fois où il y a des moments un peu plus tendres où ils essayent justement de s'entraider. Et c'est très, très, très agréable à voir. C'est un peu chaque fin de saison de American Horror Story, quoi. C'est ça, mais juste avec la bonne humeur qui est gardée. C'est une intraveineuse de bonne humeur, ce truc. Le moment qui me fait peur à moi, c'est la reco d'Ellie. Vous pouvez tous partir aux toilettes pendant qu'elle y parle. Surtout quand là, je vais recommander une plateforme entière. Allez, c'est vrai. Film par film. Non, mais blague à part, je vais recommander, oui, de manière générale, d'aller sur Arte, en fait, en ce moment, parce qu'il y a une série de films qui est aux petits oignons. Non, mais c'est que là, vraiment, actuellement, ils font un festival du film d'auteur, en gros, où ils mettent beaucoup de films récents d'auteurs européens, dont The House de Jack Butt de Lars von Trier, à regarder après Monstre et compagnie pour décompresser. Bah oui. Non, mais à côté de ça, il y a donc du Argento avec Terreur à l'opéra, enfin, ou Opéra, qui est mon préféré, du réalisateur. Il y a aussi India Song de Marguerite Duras, avec Michael Lonsdale, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Et pour Thierry, oui, c'est moi. et pour tout le monde, hein, mais Thierry, je sais que ça lui ferait plaisir, il y a beaucoup de films d'Aki Kaurismäki. Mais j'aime bien Kaurismäki, moi, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais. D'accord. je suis disais, parce que c'était une vanne. Ah non, pas du tout, c'est que je sais que t'aimes bien ça, et si jamais t'as envie d'en voir, il y en a plein. Et dont L'Homme sans passé ou Ariel, qui sont d'excellents films, La fille aux allumettes aussi. Et du coup, je ne peux que recommander à tout le monde de se plonger dans ce catalogue qui est encore plus fou que d'habitude, je trouve. Je ne peux que plus soyer cette reco d'Arte, parce que Arte, c'est vachement bien. Voilà. Moi, je me le mets le week-end, je m'endors devant un documentaire, je me régale. Il n'y a pas que les documentaires, franchement, mettez Arte à ça. Il y a aussi sur le Cinoche, sur le ciné, il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de docs. Thierry. Ouais, alors moi, c'est pareil, je sors de la thématique du film de monstres, parce que c'est vrai que je réfléchissais à ce que j'ai vu dernièrement, il n'y en avait pas, et là, ça me venait pas forcément à l'esprit. Moi, c'est un film, alors j'en ai déjà parlé, toujours avec mon compère Célie, avec qui nous parlons beaucoup de films. C'est un film de 1947 qui s'appelle Les Passagers de la Nuit, donc Dark Passage en anglais, qui est un film de Delmer Daves avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Et pourquoi je parle de ce film, c'est pas forcément tant pour ce qu'il raconte, puisqu'en soi, c'est un film noir qui va raconter l'histoire d'un gars qui arrive à s'échapper de prison et qui va remonter en fait peu à peu le fil de son enquête pour découvrir comment il s'est retrouvé là. Donc on comprend assez rapidement qu'il s'est fait avoir et qu'il y a toute une machination autour de lui, en fait, qui est accusé d'avoir tué des gens. Donc du coup, il va se renseigner un petit peu là-dessus pour trouver qui a fait ça. Et l'enquête se passe bien, c'est un film noir, voilà, c'est tout à fait classique, surtout à cette période, surtout avec Bogart. C'est quelque chose qu'on pourrait dire, voilà, si c'était montré de manière classique, c'est un film noir tout à fait typique. Sauf que il a une particularité, alors on a vu ça justement avec Alice, c'est pour ça que je disais ça, c'est que bon, c'est pas forcément la première fois que c'était utilisé, mais en tout cas c'est l'une des rares premières fois où c'était fait de manière aussi pertinente, c'est que le film, en fait, la première heure du film est entièrement filmée en vue subjective. Donc on va voir Bogart qui sort de prison, et donc voilà, il est la caméra,
Et c'est hallucinant, je veux dire, on est quand même enfin, moi je me suis posé la question, au début j'étais là, il y avait juste un plan de 5-6 secondes où c'était en caméra subjective, je sais putain c'est dingue, c'est génial d'avoir fait ça. Et là quand je m'aperçois qu'en fait tout le film va être comme ça, et donc le gars sort de prison, il s'enfuit en bagnole, donc tout est filmé à la vue subjective quand on est en train de faire un FPS dans la peau d'Humphrey Bogart. Du coup qui était quand même un acteur excessivement bankable, et dont on apprécie voir la gueule tout le temps, et que là on ne voit pas pendant 1 heure. Et quand on commence à le voir, donc il va jouer ce prisonnier qui, pour se masquer, va devoir changer d'apparence, se fait donc refaire la gueule et a des bandages. Et donc après, les prochaines 20 minutes, tu vois pas sa gueule, tu vois des bandages. Et là, tu vois le personnage. Et je trouve ça assez fou, en fait, de jouer justement sur le regard et de se dire, tu dois pas voir un Humphrey Bogart, tu dois voir le personnage. Et du coup, pour te plonger dans sa peau, on va pas te le montrer. Voilà. Et c'est juste que c'est un artifice de mise en scène que j'ai trouvé dingue. Et ça valait le coup de voir un film noir en noir et blanc de cette époque qui utilise déjà des artifices qui aujourd'hui sont encore pas forcément excessivement utilisés, ou alors juste pour faire un effet un peu putassier en mode t'as vu, je suis trop fort, haha, je t'ai fait un Call of quoi. Très bien, merci Thierry. Mais de rien. Alors moi je vais faire une reco. Alors en ce moment je me suis lancé un défi, c'est écouler ma pile de DVD de films à voir, parce que vous savez c'est la fameuse la fameuse, mais vous savez tu sais quand vous allez dans les magasins, les magasins de DVD d'ailleurs aussi en vrac avec des films comme ça qui se baladent, ou dans les festivals ou ce genre de choses, vous prenez un film et tout, ah super, il y a celui-là je l'ai pas vu, ou alors je veux le voir, ou il est trop bien, et puis il reste sur le cellophane, vous le posez, et puis comme il y a plein de trucs qui sortent sur les plateformes et autres, et puis les sorties ciné à l'époque où c'était ouvert, pardon, bref, il y avait une pile comme ça qui commençait à grandir. C'est la pile de lecture, la liste de lecture. Et donc là, donc je me suis lancé un défi pendant le confinement, c'est de piquer chaque semaine au moins un film de cette liste de lecture. Et là, j'en ai pris un qui se rapproche le plus possible du thème. C'est un film qui donc il y a une sorte de monstre dedans, hein, on peut le dire, et qui en plus m'a aidé. Il m'a vraiment aidé à m'accrocher pendant Tetsuo. J'étais sûre que t'allais dire ça. Je vous jure, grâce à ce film, j'ai vu Tetsuo jusqu'au bout. Oula. Ce film, c'est Rubber de Quentin Dupieux. Alors pourquoi monstre ? C'est quand même l'histoire d'un pneu serial killer quand même, qui a des pouvoirs télékinésiques qui peut faire exploser des têtes. Bon, voilà. C'est le film dans le film dans le film dans le film. Et puis c'est un film dans un film. Alors après voilà, c'est assez brillant, c'est un film de genre, ça se passe dans le désert, c'est des petits budgets aussi, il y a une réflexion sur c'est un film dans le film, c'est ça, il y a des spectateurs qui regardent le film en même temps, et puis il y a les spectateurs qui rentrent dans le film, et puis les acteurs qui font aussi, c'est très méta, c'est très intéressant, c'est très brillant, franchement c'est un des films de Quentin Dupieux à voir absolument, je le trouve merveilleux. Et il y a aussi, autre côté méta, c'est qu'un des acteurs du film dans le film vient à la caméra et à un monologue pour nous expliquer que finalement, qu'est-ce qui fait que les personnages agissent dans un film, qu'est-ce qui fait qu'ils font les choses telles qu'ils les font, et ce qui justifie finalement pourquoi un pneu serial killer et pourquoi un mec qui aime les blousons andins plus tard dans sa filmographie, mais pas que. Il explique en fait, no reason. Qu'est-ce qui motive les acteurs à agir ? Qu'est-ce qui motive les personnages ? Pourquoi est-ce que le mec est amoureux de la fille amoureuse du mec ? Pourquoi est-ce qu'il y a un serial killer ? Pourquoi est-ce qu'il y a des soldats ? Pourquoi est-ce qu'il y a un pianiste qui joue dans le pianiste ? Pourquoi est-ce que... imaginez n'importe quel film et demandez-vous pourquoi est-ce que le personnage fait ça ? En fait, il n'y a pas de raison. Et comme je comprenais rien à Tetsuo, je reconnaissais même pas les personnages, je me suis dit, no reason, ok, c'est bon, continue. Non mais c'est le nihilisme en action. Hein. C'est ça. Donc rien que pour ça, merci Quentin Dupieux. Ça m'a aidé, ça a été d'un soutien moral et je pense que maintenant ça va être un mantra. Je suis quasiment sûr que Quentin Dupieux serait ravi d'entendre ça, de se dire que ces films aident à regarder Tetsuo. Le mec est tellement barré que ça le ferait marrer. Et je pense que même, je peux l'appliquer à tous les films et je pourrais voir bientôt qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu 3, puisqu'il a été annoncé. Hein, Non mais non, t'es pas obligé. Tu vois, là on était bien. On était sur un bel épisode, on a dit des belles choses. Non, il faut forcément caler un gros caca au milieu, quoi. C'est un monstre. Tu peux raconter les gros funk maintenant. C'est ça. Oh non. Moi je m'en suis toujours pas remise de ce gars. Sur cette note d'optimiste, je me tourne vers notre maître Capello, notre huissier de justice, Thierry, qui a tiré le thème de la prochaine émission. Tout à fait. Parce qu'il faut commencer à réfléchir à la prochaine émission. Oui. Quel est le thème de la prochaine émission, mon cher Thierry ? Alors donc du coup on a tiré au sort comme la semaine dernière où nous avions Éléonore qui avait choisi les films de monstres, donc du coup cette fois-ci c'est tombé sur ma gueule.
Voilà, donc je fais ce que je veux, je suis un peu Laura. Donc, alors là, j'ai quand même réfléchi pendant 2 heures, est-ce que je les pourris, est-ce que je les pourris pas? Mais étant donné que je sais certains thèmes que pourrait choisir une certaine Yassa, que je ne citerai pas par respect pour elle, qui va bien nous pourrir, je me dis là je vais encore vous faire du bien. Alors, le thème de la semaine prochaine, je vais l'appeler de sabre et d'épée. Donc ça peut être des films de sabre ou des films de cap et d'épée, au choix. J'en ai déjà un à vous proposer, évidemment, je vous dirai ça en amont, enfin en aval, oui, en avant, en aval, après. Et puis voilà, vous pourrez évidemment aussi choisir le vôtre. Mais quel mystère. Voilà qui est bien intriguant. Sur cette fin, les films finissent toujours par un cliffhanger. Eh bien, il faut finir aussi également. Océane, merci d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de tous ces films et notamment à découvrir ces films de train et de monstres avec Christopher Lee. C'était très rigolo. Ça va, on t'a pas traumatisé, c'est bon. Il n'apparaît pas si on le dit 3 fois. Hein. Et ben, je peux dormir tranquillement la nuit et au fond, est-ce que c'est pas ça le plus important? Du moment qu'on peut reprendre le train après derrière, ça va. C'est pas dans les ordres de mes priorités vu le climat actuel, mais oui, effectivement, à long terme. Et où peut-on te retrouver après l'émission, Océane? Après l'émission, personnellement, je serai toujours chez moi en télétravail. Mais sinon, d'ici la semaine prochaine, normalement, je sors mon épisode du Lemon Adaptation Club sur le géant de fer de Brad Bird. Également, il y aura normalement quelques critiques de ma part sur les chroniques de Cliffhanger & Co. Et puis sinon, vous me verrez sur les réseaux sociaux exposer des photos de mon chat au lieu de travailler. Bah oui. Précisons que moi initialement, il vous fait des bisous. Précisons que moi initialement, tu vois, j'avais relancé cette espèce de débat en précisant que, j'avais voté Bowie quand il y a eu un débat Bowie Point pour la simple et bonne raison que je voyais moins Bowie et je me disais c'est cool parce que Point j'en ai marre. Et depuis que j'ai fait ça, je ne vois que Bowie. Alors voilà. Heureusement que je les aime. Précisons pour les gens qui ne sont pas addicts aux chats de chroniqueurs ciné sur Twitter, c'est quand même une niche. Voilà. Non mais sachez qu'en tout cas, on a bien compris comment ça fonctionne et ça, c'est vraiment un appel au retour d'Octave sur les réseaux. C'est ça, mais Octave n'est pas un chat. Oui, mais justement, à partir de bientôt, les gens ne jureront que par les poulpes et tout le monde ignorera les chats. On y arrivera. Alors ça, je suis pas sûre. Bowie a pas dit son dernier mot. On va faire ça va être rigolo, on va faire des photos ensemble. Alors, je suis en train de voir sur Discord, vous avez posté une photo de Tetsuo, les gens s'affolent, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai encore fait une connerie. Non, attends, Quentin ne sait... Ah non, c'est pas assez vieux pour lui. Dites-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez voir la photo. Tiens, voilà. En réaction à l'épisode. T'inquiète pas, j'en ai déjà montré quelques-unes. Si vous êtes gentil, on vous la filera, voilà. Si on ne se fait pas censurer. Bien. L'émission est assez longue comme ça, je vois 2h17 sur mon enregistrement, j'ai super peur. Voilà, alors il y a eu des coupures, il y a eu quelques problèmes techniques, mais enfin, ça fait quand même un beau morceau à enregistrer. Merci Océane. Merci à vous tous de l'accueil. Merci chers amis, merci Yassa d'être revenu, enfin. Mais de rien, je sais que vous m'attendiez. C'est fou parce que le rire non naturel de Yassa génère un vrai rire de Yassa, c'est beau. Parce que je sais qu'il est ridicule. Merci Éléonore. Merci à toi. Merci Ellie toujours. Mais putain. Merci Ellie. Bah de rien. Hein. Et il y a Ellie qui vient de nous mettre la perceuse. Oui. Waouh, sacrée perceuse. La perceuse de Bamako, on l'appelle dans le milieu. Oh non. Bah ça c'est la photo que j'ai pas voulu mettre sur les réseaux parce que j'avais peur de me faire justement gerter par le bot Twitter. Alors je suis pas sûr que le bot Twitter dise quelque chose sur cette photo. Il peut la censurer, la censurer potentiellement. Ah. Ouais, et dire juste que que tu dois recliquer sur un truc pour voir apparaître le contenu, donc du coup après personne ne clique. C'est vrai qu'on voit les genoux de la dame. C'est vrai que c'est assez violent. C'est assez curieux. Bon. Merci Thierry. Oui, écoute, rien. Notre modérateur réseaux sociaux. C'est ça, le bonheur des perceuses et de toutes ces choses qui choquent.
T'es vraiment sûr que tu veux me laisser faire le teasing maintenant? Je suis vraiment sûr, je veux te laisser faire le teasing, Ellie. Bref, avant de faire le teaser, pensez à faire le teasing pour le live de mercredi, bon, qui sera passé au moment où l'émission sera sortie. Voilà. Voilà. Mais il y aura le replay, du coup. Et donc, on vous rappelle que mercredi dernier, il y avait un épisode. Il y avait un live, donc il doit être disponible en rétro. Donc j'ai 2h30 d'émission à monter. Très bien, c'est formidable. Je vous adore. Bref, je ne vais pas en rajouter. Merci chers amis, et merci aussi chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Certains l'aiment au chaud. Retrouvez cet épisode ainsi que les précédents sur votre application de podcast préférée et abonnez-vous pour écouter les suivantes dès leur sortie. Abonnez-vous. Vous pouvez également trouver les magnifiques photos, les photos facétieuses de Thierry sur Twitter. Voilà, @clac_podcast, CLAC podcast. Mais également, vous pouvez retrouver Clac sur Instagram et Facebook. Clac podcast, CLAC Facebook. La perceuse au mieux, on la mettra en story sur Instagram. Hein, voilà. Je vais balancer des minutes de Thierry version Tetsuo, ça va pas traîner. Hein. C'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le thème de sabre et d'épée. Ça va trancher, chérie. Et tu peux couper. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. 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 Et prenez soin de vous. Et mangez du chocolat. Et évitez les perceuses. Ouais. Ah bah c'est mal tombé parce que tout le monde est en train de faire des travaux chez soi. Et du coup, il a une capote en téflon, le mec. Comment ça se passe? Il y a un crossover avec Dark Waters. En vibranium. Non mais non. C'est pas le droit. Faut couper. Thierry est tombé le premier, je m'attendais pas. Mais ok, très bien. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est Non, mais j'ai juste pas de vanne pour rebondir parce que je m'attendais pas à ça. Parce qu'on n'a pas établi le conducteur, en fait, on n'a pas établi l'ordre du film. Ah bah yes. C'est un petit détail comme ça. Et on se remet tranquillement aux épisodes en ligne, pardonnez-nous. C'est ça. Non mais parce qu'en fait, la question c'est surtout où est-ce qu'on met Monstre et compagnie. J'avoue que... Alors, je vous avoue qu'il me reste encore... il me reste encore 21 minutes si on peut pas le mettre en premier. Mais tu l'avais Comment jamais... ça, il te reste 21 minutes? Bah, je suis en train de le terminer là en fait. Mais me dis pas que tu vas regarder Monstre et compagnie pendant l'émission quand même. Non, mais je le regarde d'un œil en fait. Non, je le connais, mais c'est juste que je l'ai pas vu depuis sa sortie moi. Ah d'accord. Ah ouais. On rappelle que Thierry est né en 1912 hein, quand même. Hein. Si j'étais né en 1912, tu serais fan de moi, Ellie, arrête. Pourquoi tu crois que je fais l'émission, Thierry? Oh, tu t'es bien rattrapé. Ah, c'est beau l'amour. Ah, c'est magnifique.